Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre un moment pour vous asseoir avec nous autour de cette table qui vous est proposée par Transition 44. Le principe de l'émission il est très simple, c'est un entretien croisé avec deux invités. Aujourd'hui on reçoit deux experts des arts martiaux qui vont se présenter dans un instant. Le concept de l'émission aujourd'hui est un petit peu modifié, on va avoir en fait trois séquences qui seront menées chacun par une partie de l'équipe de Transition 44. J'emmènerai une partie en posant quelques questions à nos invités et puis nous aurons nos deux ados, Théo et Nathan, qui vont aussi poser une série de questions et Caroline qui abordera son sujet de prédilection qui est l'alimentation, donc avec toujours nos deux invités. Donc merci encore une fois, merci de nous suivre et on se retrouve dans un instant. Bien alors, Franck Repers et Fred Evrard, voilà nos deux invités d'aujourd'hui. Donc vous évoluez, vous êtes tous les deux des experts d'arts martiaux, on va rentrer dans le détail dans un instant. Donc vous évoluez dans un environnement assez proche, ça fait un certain temps que vous êtes évolué dans ce domaine. J'imagine que vous êtes vus un petit peu à distance comme ça grandir, on va dire. Aujourd'hui, si vous deviez présenter l'autre à quelqu'un, un inconnu, en quelques phrases, qu'est-ce que vous retiendriez? Si Franck, tu devais présenter Fred et si Fred, tu devais présenter Franck, qu'est-ce que vous retiendriez et qu'est-ce que vous diriez? On va commencer par Franck. Alors Fred, on ne se côtoie pas régulièrement, par contre on se voit par le biais des nouvelles technologies, YouTube et ainsi de suite. Ce que je sais de Fred, c'est que c'est un grand expert qui est reconnu par les gens du milieu, du penchak silat, l'art qu'on pratique, du silat en général, qui véhicule une bonne image, parce qu'en fait, il véhicule l'art par rapport à sa personnalité, ce qui fait qu'on ressent un acteur actif avec une pédagogie qui est bien à lui. Parce qu'il faut savoir que le penchak silat, tel que je le vois, on ne peut pas le balancer comme ça, n'importe comment, les gens ne pourront pas forcément comprendre. Et je pense qu'il fait partie des gens qui ont su garder l'intégrité de l'art, mais en le véhiculant avec sa personnalité. C'est ce que je vois de lui. Et là, je ne parle pas d'expertise technique, elle est grand connue. Donc du coup, ça le fait reconnaître du milieu. Aussi, parce que moi j'ai un penchak un peu différent, penchak, on va en parler, un peu différent, mais aussi reconnu des autres. Parce que ça qu'on est vu aussi par les autres pratiques, l'art qu'on pratique n'était pas forcément connu il y a quelques années, une dizaine d'années, 20 ans, même encore. Je confirme. Voilà. Et en fait, c'est grâce à des gens comme Fred que, en fait, encore une fois, avec sa personnalité, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, de sentir, avec l'expertise qu'il a et avec la rencontre avec les maîtres qu'il a eu, qui fait qu'en fait, ils permettent de le connaître et d'amener les gens à vouloir le pratiquer. C'est important. Faire connaître quelque chose, dire ouais, il est fort, c'est bien, mais être capable de faire comprendre que tout le monde peut le faire en pratiquant bien, avec une bonne pédagogie, avec une approche biomécanique, la connaissance du corps. Voilà, donc c'est un peu l'image. J'espère que les chevilles ne vont pas trop gonfler. mais voilà, une image saine, propre, d'un truc, d'une passion, un passionné. Ça se voit, qui bouge beaucoup. Ah oui, je voulais dire. Il bouge énormément et ça c'est important pour encore une fois faire passer le faire passer le message. Voilà. Merci Franck. Alors Fred, si tu devais présenter Franck à déjà donne-moi 2 minutes pour redescendre. Ouais, voilà. Tu redeviens un homme normal. On va dégonfler. Moi je suis Franck et son parcours depuis bien des années. Il fait partie des personnes qui m'ont inspiré sur la partie self-défense, la partie comment faire la transition entre l'art traditionnel et ce à quoi on peut aspirer aujourd'hui pour se protéger, pour la protection personnelle. Même chose, c'est un des grands experts mondiaux aujourd'hui sur le penchak silat et les arts martiaux d'Asie du Sud-Est en général. Quelque chose que j'apprécie beaucoup, Franck, dans ton discours, c'est cette notion qu'on n'a jamais terminé, qu'il faut toujours rester ouvert d'esprit, ouvert à d'autres experts, ouvert à d'autres collègues, de manière à continuellement apprendre, continuellement se développer. Une autre chose, je pense, qu'on a en commun et que j'admire beaucoup chez toi, c'est cette notion tu l'as dit, de méthodologie, de pédagogie. C'est-à-dire qu'être bon, soit, si tu t'entraînes pendant 30, 40, 50 ans dans quelque chose, tu seras bon. Savoir le transmettre, c'est autre chose. Et je pense que tous les deux, on a énormément bossé là-dessus. Il y a bien des années, un de mes premiers maîtres de Cali, Jeff Espinous, m'avait dit, tu verras, un professeur professionnel d'arts martiaux, il passe la moitié de son temps devant son ordinateur. À l'époque, j'étais mort de rire, et aujourd'hui, je ne rigole plus. Parce que travailler la méthodologie, la pédagogie, faire un programme qui est logique, qui a quelque chose vraiment à offrir, c'est pas facile, et c'est quelque chose que tu fais très bien. Bien, merci pour cette introduction. Alors, si on peut revenir à des éléments plus biographiques, on va dire, c'est-à-dire un petit peu retracer votre parcours. Là, j'ai demandé à chacun de le faire pour lui-même. Alors, on va revenir sur Franck. Est-ce que tu peux assez rapidement nous donner les grandes étapes de ton parcours, à la fois sur ton art, mais aussi plus globalement dans les grandes évolutions de ta vie? D'accord. Alors, très simple, donc je suis issu d'une famille très pauvre.
Donc le sport était un moyen de s'en sortir, hein, c'est un peu le schéma classique. Hein. Quel Famille coin, très, très pardon, modeste. Franck quel coin Paris, région parisienne? Paris, ouais. Et en fait, mon père était un athlète, hein, était à un haut niveau, mais à l'époque, le haut niveau, hein, c'est pas comme maintenant, hein, c'est pas médiatisé. Donc très jeune, j'ai fait de la compétition en athlétisme. J'ai découvert que j'étais assez rapide, j'étais sprinter, et donc j'ai commencé par un petit club, puis je suis vite arrivé à l'INSEP. Hein. J'étais athlète de haut niveau, j'étais en équipe de France, j'étais champion de France, j'étais recordman de France, voilà. Et j'ai eu une blessure grave à 16 ans. Sur quelle spécialité, pardon? Saut en longueur, triple saut en longueur. Et j'ai eu une blessure grave, ils m'ont viré de l'INSEP, il faut dire les choses. Hein. Donc là, il y a eu un choc psychologique parce que je me voyais champion olympique, hein, comme tous les petits qui rentrent à l'INSEP. Hein. C'était l'époque de Guy Drut, Ah bah oui, en en plus, 76. Ouais. Voilà, donc quand j'étais champion de France, l'année d'après, il était champion olympique. Donc je rêvais d'être Guy Drut, et puis voilà, tout s'arrête. Hein. Et là, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais tout misé en fait. L'école, je travaillais bien, mais bon, c'était pas ma tasse de thé. Hein. Et après, ce qui s'est passé, c'est grâce à ça. J'ai commencé à réfléchir, j'ai fait une sorte d'introspection, mais comme un membre de 15-16 ans, hein, donc à ma façon, et j'ai vu que en fait, si je misais tout sur une spécialité, ça allait poser problème. Mettre un peu tous les œufs dans le même panier, c'est un souci. Donc pendant 6 ans, il y a eu un flottement, j'ai commencé les sports de combat. Mon père était contre, la notion de prendre des coups, ça ne lui convenait pas. Et donc j'ai commencé par la boxe française, donc j'ai dû tricher hein, parce qu'il fallait être majeur ou alors il fallait avoir une autorisation parentale, donc j'ai signé pour mon père. J'ai boxé, sauf que j'ai commencé à revenir avec des pets au visage, donc il y a une petite bas dans la rue. Ouais. Voilà, et j'ai dit écoute, je te cache pas, je fais de la boxe, je veux me réaliser là-dedans, je veux tester. Il faut de la rapidité, il faut de la fluidité, ça me convient, si j'ai des fibres rapides, ça me va. Je dis par contre, les sports de combat, pas mon truc. Bon, je suis quand même un petit gars de la rue, hein, donc la bagarre je connaissais un peu, mais là il y a des règles, c'est un peu différent. Et puis la boxe française, j'ai commencé la boxe française avec un très bon professeur. Voilà l'intérêt d'avoir un bon pédagogue, un très très bon professeur qui n'était pas trop avec ses compétitions, mais j'aime la compète, donc j'ai voulu tester, j'ai fait de la compète. Après j'ai voulu exploiter le maximum de choses avec mon corps humain, donc j'ai commencé à me perfectionner en boxe anglaise. J'ai adoré la boxe anglaise, c'est une école incroyable, de dureté, j'ai pris des volets. Hein. Mais là j'ai vu ce que c'est que l'entraînement physique dur, j'ai vu ce que c'est que le mental, j'ai vu ce que c'est que la technicité. Je suis tombé avec un mec en plus qui était vraiment de très bon niveau technique. Et là j'ai commencé à boxer sérieusement, et après j'ai découvert la boxe thaï. Alors là j'ai adoré, les coudes, les genoux, c'était la boxe thaï de l'époque, pour moi c'était magique. Alors il y avait plein de karatékas qui basculaient la boxe thaï parce qu'on mettait des coups de tibia, des coups de genoux, ça faisait rêver. Et puis j'ai vu que c'était une belle école aussi, assez dure. Et j'ai vu que c'était complet, mais il fallait de l'anglaise, il fallait tout ça. Et puis il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai fait des compètes, j'ai fait des combats, et je me suis pas réalisé parce qu'il me manquait quelque chose, un aspect qui me manquait qu'on trouve dans les arts martiaux, c'est l'aspect méditatif, quelque chose qui me manquait. Alors j'avais pas à le nommer. Et alors là c'est bizarre, j'ai dit mais il y a un truc au niveau du mental, c'est là que j'ai basculé encore une fois. J'ai dit ok, le physique ça va, je suis musclé, je faisais 100 kg à l'époque, j'étais sec, hein, j'étais assez costaud, mais je dis ouais ok, le physique ça va, il suffit de s'entraîner. Hein. Le mental, j'ai vu que j'étais pas si fort, le mental de la compète en athlète c'est pas le même qu'en arts martiaux parce qu'on prend des coups. Donc il y a une notion de peur que je retrouvais pas. Le trac, je connaissais. La peur de prendre des coups, c'est pas pareil quand tu es dans un ring et tu es face à un mec qui est comme toi, voire meilleur. Et j'avais une peur mélangée d'excitation. Il est là pour ça en plus, hein, il est pas venu. Voilà, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça va me servir dans la vie de tous les jours? Déjà, je cogitais, parce que j'avais pas trouvé ma voie professionnellement. Et j'ai dit, mais est-ce que je vais pouvoir me servir de tout ça pour être meilleur dans la vie? Et non, parce que l'assurance que j'avais sur le ring, c'est pas celle que j'avais dans la vie. J'étais un petit garçon dans la vie en fait. Et là, j'ai commencé à 19 ans à prendre des cours de sophrologie. C'est là que ça commençait à se développer. J'ai commencé à bosser sur le début de la PNL avec des livres. Hein. J'ai la bibliothèque, j'avais pas trop de rondes, j'ai la bibliothèque. J'ai commencé à m'intéresser à l'auto-hypnose, l'hypnose, training autogène, enfin tout ce qu'on voit maintenant. Et là, tous les 5 ans, j'ai dit je ferai une formation. Donc 5 ans de sophrologie, voilà pourquoi j'ai fait plein de formations. C'est que tous les 5 ans, j'ai dit je fais quelque chose de complet, un cycle. Alors je suis pas un maître, un expert, mais j'ai des connaissances. Et puis j'ai commencé à travailler sur moi. Et là j'ai commencé en même temps à travailler sur le punch axillate. Pourquoi le punch axillate? Parce que le punch axillate de l'époque qui m'a été enseigné, c'était pas un punch axillate puriste, je tiens à le dire. Hein. J'irai en Indonésie, je pense que je serai confronté à des soucis puisque je ne suis pas un puriste, parce que j'ai pas le physique qui va et parce que ça ne me convient pas. Je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Parce que j'adore, hein. J'ai vu CCEP récemment, j'ai vu Alvin, j'ai vu des gens, c'est extraordinaire. Mais moi, ça ne correspond pas à ma façon de... Moi, je suis axé self, très self-défense, j'aime bien... Je dis pas que le puriste, c'est pas self-défense, mais moi, ça ne me convient pas. Je voulais un truc un peu comme le close combat, un truc rapide, des outils rapides. J'ai toujours été dans l'optimisation. Et là, donc, j'ai vu mon maître Turpin. Je dis, waouh, il est extraordinaire cet homme-là, il bouge, c'est un félin, il rentre sur moi, je ne le vois pas rentrer, pourtant je boxe, je ne comprends pas. Il n'est pas comme tout le monde. Et là, j'ai commencé à approfondir. Et j'ai vu qu'effectivement, le traditionnel est important, tout est important en fait. Mais ça va, il suffit de savoir se placer par rapport à son profil. Et j'ai vu que
En fait, il me disait des choses que je n'acceptais pas. Je refusais parce que j'étais pas bon, parce que je faisais ce qui me plaisait, et là où j'étais bon. Et là, j'ai commencé à comprendre que tout est important, il suffit de savoir le placer et l'utiliser. Et donc, j'ai fait un mélange de travail mental. Alors, j'ai commencé à travailler aussi sur tout ce qui est biomécanique. Je me suis beaucoup intéressé au corps humain, par la musculation, par plein de choses et tout. Et puis, j'ai commencé à me trouver décalé par rapport à l'enseignement que j'avais. Donc j'ai dit de toute façon à un moment donné, ça a posé problème parce que je ne vais pas être en phase avec ce qu'on m'apprend. Et là j'ai dit, en 80, l'étape c'est 96, j'ai dit je vais monter mon académie avec ma façon de penser, ma façon de voir les choses et ma façon de véhiculer les choses. Ça plaît pas, je fais un truc qui me convient. Alors j'ai eu des difficultés parce que je me suis mis un peu à dos des puristes entre parenthèses et c'est rigolo, c'est la fin qui est rigolo. Je me suis mis à dos certaines personnes, notamment mes professeurs de l'époque, et puis j'ai eu de plus en plus d'élèves, donc une école, et puis je suis arrivé à plus de 40 écoles, voilà. Et donc j'ai vu, en fait ça convient à l'occidental. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on voit le parcours que j'ai eu à l'époque où je dis toujours, il y a 3 étapes dans la vie, on est ignoré, d'accord. Après, on est critiqué, on est insulté et après, on est copié. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les grands maîtres que je rencontre à travers, j'en ai à côté de moi un expert, moi tu es un maître, tu maîtrises complètement. Et tous les gens que je rencontre, ça se passe toujours bien. On passe un super moment ensemble et on ne dit pas, toi tu es puriste, toi tu es ci, tu fais par rapport à toi. Et là dernièrement, j'ai vu des grands maîtres, des gens reconnus mondialement. On a été contents de se voir, on a partagé. Et les gars m'ont dit, mais en fait, il n'y a pas de problème. Je fais non, c'est toi qui crée tes problèmes. Moi, j'en ai avec personne et je m'entends avec tout le monde. Donc en fait, j'ai été nommé Setendan par la femme de Maître Turpin qui m'a dit, mais t'as adapté par rapport à toi, t'as adopté par rapport à la personnalité des gens. Et on ne peut pas comparer un Indonésien avec un mec d'un mètre 90, 100 kg qui commence à 40 ans le bench. Je ne peux pas lui proposer des positions basses, c'est pas possible, il va flinguer ses genoux. Donc j'ai dit, s'il peut, s'il a 15 ans, vas-y, fais, profite, mange, prends, va voir. Moi, je conseille souvent d'aller en Indonésie, d'aller voir des gens. Je lui dis, je rencontre des gens, je dis, tu as des contacts, vas-y, moi, je connais pas. Par contre, je lui dis, si tu as 40 ans, tu fais 100 kilos, tu es un peu dans mon point, et puis tu veux juste apprendre à te défendre, je t'offre quelque chose. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'il y a suffisamment de place dans le monde, dans les arts martiaux, pour prendre un truc qui te convient. Moi, il y a des choses qui me conviennent, d'autres pas. Donc, je pratique ce qui me convient. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, je vais vieillir. Peut-être que je vais me mettre sur... Moi, je fais beaucoup de Qigong, par exemple. À 20 ans, le Qigong, c'était inacceptable pour moi. C'est un truc pour les vieux. Mais moi, j'en fais maintenant depuis 30 ans. Et j'en fais au quotidien. Parce que ça me convient. Et puis, dans 10 ans, je vais changer. J'aurai plus le corps que j'ai maintenant. C'est certain. Je ferai autre chose pour me préserver. Et ce qui m'intéresse dans la vie, en fait, c'est l'adaptabilité par rapport à soi et par rapport aux gens. Je me dois, en tant qu'enseignant, tu l'as bien dit, c'est que je me dois... Ma vie, c'est j'ai été champion. J'ai flatté mon ego. Ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai eu une autre vie où j'ai réappris, je suis reparti à zéro. Et à un moment donné, on a appris, on a envie de partager. Et à un moment donné, on a envie de prendre du recul et de partager avec ses profs qui vont eux-mêmes partager. Et je dis, toute sa vie, on nous a appris et on apprend. On apprend aux enfants à marcher, on apprend à préparer sa vie. Et en fait, pour moi, c'est des cycles. Là, je suis à un cycle où je suis hyper serein parce que j'ai plus rien à prouver. Donc, j'ai pas la notion de performance. Je m'amuse, donc j'ai pas de pression. Donc, en fait, c'est encore plus facile pour moi. Et donc, maintenant, je me dirige plus vers du coaching de vie, vers le bien-être, où j'utilise les arts martiaux, toutes mes connaissances pour faire un espèce de package qui pourra correspondre à ma personnalité. Donc les arts martiaux, c'est devenu une passion, mais c'est plus vraiment ce que je fais à 100%. Je le fais pour moi et j'utilise comme outil, faire plaisir. Mais je ne suis pas ce qu'on appelle quelqu'un qui a 100% dans les arts martiaux. Voilà, c'est un peu... Super, excellent. Voilà, où j'en suis. Génial, je suis content que les enfants soient là. C'est excellente chose. Merci Franck. Alors on va redescendre 2 minutes et laisser le temps de digérer les paroles du sage. Et Fred, à ton tour, donc ton parcours, ton évolution, ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Écoute, c'est marrant parce qu'on a un parcours vraiment parallèle, pas similaire mais parallèle. Moi j'ai commencé les arts martiaux très tôt. Donc j'ai eu la chance, mes premiers sports ça a été les arts martiaux. J'ai commencé par le judo vers 6 ans. Activité que j'ai partagée avec mes parents, donc c'était vraiment une affaire de famille. Ensuite, j'ai tatoué, je me suis dirigé vers l'ABF, vers la boxe. Et un jour, j'ai rencontré dans ma pratique martiale, j'ai fait du kung-fu pendant longtemps, j'ai été membre de l'équipe de France, j'ai participé et gagné une Coupe du Monde en 1991 en Espagne. Donc un parcours martial depuis très jeune. Et un jour, j'ai rencontré Jeff Espinous, qui allait devenir un de mes maîtres principaux dans les arts martiaux d'Asie du Sud-Est, principalement philippins et indonésiens. Et ça a été la révélation. Pour moi, ça a vraiment été la révélation, les arts d'Asie du Sud-Est. Et je suis tombé corps et âme dans le Kali philippin, le Silat indonésien et la boxe thaïlandaise. Et depuis, voilà, ça a été mon cheminement principal.
Tout comme Franck, il y a eu 3 étapes. L'étape compétiteur, ensuite une étape de digestion, d'apprentissage et de presque, je dirais, d'extraction du monde des arts martiaux. Hein, notre période qu'on a tous eue, la période Tony Robbins, sophrologie, hypnose, corps humain, etc. Et je me suis vraiment lancé également corps et âme là-dedans. Ça m'a passionné de comprendre l'âme humaine et de savoir quel était le lien avec l'art martial. Et très tôt, je me suis rendu compte que l'art martial devait être un outil de développement personnel, un outil d'entretien de sa santé, voire de progression au niveau de la santé, en étant le témoin de combien de pratiquants d'arts martiaux, experts, compétiteurs, qui au bout de 10 ans, 20 ans ou 30 ans devaient arrêter parce qu'il y avait un genou flingué, parce que j'ai mal au dos, parce que j'ai de l'arthrose. Et du coup, l'art martial, pour moi, n'a pas rempli son rôle. Donc le but était vraiment d'aller vers une amélioration de la santé. Via mon parcours dans les arts martiaux chinois, je suis allé très jeune en Chine, à 17 ans j'étais en Chine en train de m'entraîner et j'ai découvert le bouddhisme, j'ai découvert le taoïsme, donc toute une philosophie martiale ainsi que le tai chi, le qigong et toute la pratique interne. Donc dans mes arts martiaux d'Asie du Sud-Est, tout comme Franck, on va retrouver du qigong chinois, on va retrouver cette notion de respiration, de méditation, savoir se poser. Donc voilà, ça c'est le parcours dans ces grandes lignes. Aujourd'hui, j'ai développé un système qui s'appelle Kali Majapahit ou KM pour faire plus court, qui enseigne un curriculum d'arts martiaux d'Asie du Sud-Est, mais exactement comme tu le disais tout à l'heure, n'est qu'un outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère que j'ai un pied dans les arts martiaux, un pied en dehors. Le développement de l'être humain, comment est-ce que je peux impacter positivement ma vie, la vie des gens autour de moi, la vie de mes élèves, la vie des personnes qui nous suivent, en utilisant l'art martial comme un outil. Juste un mot sur le, c'est tellement évident pour toi que tu le mentionnes pas, ce voyage autour du monde qui a été, j'imagine, un point un petit peu central. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Mais toute ma vie, j'ai été fasciné par les samouraïs, par l'histoire martiale, etc. Et ce que faisaient les maîtres samouraïs à l'époque, c'est ce qu'on appelle Musashugyo, qui était un tour du Japon de toutes les écoles d'arts martiaux pour combattre, pour apprendre, pour rencontrer des grands maîtres, etc., avant de pouvoir fonder son école. En 1998, je déménage à Tahiti pour ouvrir une école d'arts martiaux, pour partir à l'aventure. Et là, je rencontre la femme qui allait devenir mon épouse, Lila, qui elle aussi pratique les arts martiaux quasiment depuis qu'elle est née. Le père était pratiquant et enseignant d'arts martiaux, etc., etc. Donc bien sûr, ça accroche, on se marie, on fait des arts martiaux tous les jours. Et un jour, je propose à Lila un Musashugyo, un tour du monde des arts martiaux. À l'époque, Lila était juriste à Tahiti. Un jour, elle rentre à la maison et me dit « Écoute, j'ai donné ma démission, on peut partir ». J'étais pas du tout prêt à ça, j'avais juste mentionné l'idée du Musashugyo. Et finalement, on a décidé de partir, on est parti quasiment sans un rond. De Tahiti, on est parti à Hawaï, où on m'avait recommandé un maître de sabre japonais, qui lui-même nous a envoyé chez son maître au Japon, qui nous a envoyé chez quelqu'un en Chine, qui nous a envoyé chez quelqu'un aux Philippines. Et du coup, notre tour du monde des arts martiaux, qui devait durer 1 an, a duré 4 ans. Donc à l'issue de ces 4 ans, on a terminé à Singapour, où nous nous sommes installés pour quasiment 10 ans et où nous avons ouvert une école d'arts martiaux qui est devenue un peu le headquarter. Et à partir de là, on a développé une franchise. On a maintenant des écoles dans 14 pays et on travaille aussi bien avec le public qu'avec les forces de l'ordre dans différents pays. Alors, question numéro 1. En parlant de nutrition, quel est votre cheat meal préféré et est-ce que vous en prenez souvent? Tu veux commencer, Franck? Ouais. Alors, je suis pas forcément un adepte, mais j'ai besoin, on va dire, une fois par semaine, de me lâcher. Alors, j'ai pas quelque chose de figé. C'est ce qui me passe par la tête. Alors moi, je suis assez chocolat noir. Hein. C'est pas très exotique ce que je veux dire. Chocolat noir, j'aime bien les pâtes. Des bonnes penne sauce tomate, une bonne pizzeria avec les penne sauce tomate. Alors je le fais plus parce que je préfère avoir le contrôle et me lâcher avant que je sois dans la frustration et je fasse n'importe quoi. Donc je provoque presque ça. Alors je me suis inspiré d'un monsieur qui est connu, Tim Ferriss, qui disait qu'on sécherait beaucoup plus vite en relançant le métabolisme, un système hormonal, parce que la privation, le corps n'est pas fait pour ça en fait. On n'est pas fait pour ce prix. C'est pour ça que les régimes ne marchent pas d'ailleurs. Donc j'ai dit je vais provoquer en fait pour que le psychisme ne soit pas trop perturbé et que mon système hormonal, je ne vais pas rentrer dans le détail, soit relancé. Et il s'avère que en faisant cet excès une fois par semaine, voire 2 fois sur la même journée,
en fait je sèche, mon corps est plus en forme. Alors je sèche, ça veut dire qu'en fait mes muscles sont plus apparents et je suis plus affûté. Donc quand j'ai découvert ça, je dis mais c'est génial en fait, je me fais plaisir et en plus je suis plus affûté. Donc voilà, mais j'ai pas de besoin particulier parce que je suis quelqu'un en fait, je suis un peu en mode animal moi. Si je sens que je vais pas bien, je dors plus. Si je sens que je dois manger, je mange plus. En fait j'écoute mon corps, hein. Je pense qu'on est pareil tous les deux parce que j'aime pas la frustration et je sais que c'est pas bon pour moi. Donc j'ai pas de truc particulier. Si tu m'offres, je peux boire de l'alcool. Une fois par semaine, j'ai un petit pastis, hein. Voilà, c'est assez marrant avec le Paul Ricard, ça fait très beauf, mais j'aime bien le pastis. Je peux boire du vin rouge, enfin voilà, j'ai pas. Mais c'est les pâtes et le chocolat, j'aime bien. C'est pas original. Non, mais je comprends très bien. Moi, c'est pizza, il n'y a aucun doute. Mais, tout à fait, exactement comme Franck, je suis dans un mode de nutrition qui est assez strict. J'aime pas dire strict en fait, qui est assez discipliné. Mais une fois par semaine, pour les mêmes raisons, psychologiques, hormonales, relancer la fonte de graisse, etc. Un carb reload, un rebond glucidique une fois par semaine. Alors selon la période d'entraînement dans laquelle je suis, soit je suis en train de sécher, je suis vraiment en préparation comme en ce moment, soit au contraire la sèche n'est pas l'objectif et j'essaie de développer de la force, de la puissance, de l'explosivité, etc. Ça va être soit un jour de triche, soit un repas de triche. Mais moi je suis pas un original non plus, pizza à Ligo. Donc la Ligo parce que j'ai de la famille originaire de la Lozère et que j'en ai eu dans mon biberon, j'adore ça, je m'en fais péter le ventre. Et pizza c'est probablement mon plat favori sur la planète, mais pas n'importe quelle pizza. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 endroits sur la planète où je vais pour mes pizzas. Je suis capable de prendre un billet d'avion pour l'Italie ou pour le Japon, où j'ai un de mes meilleurs pizzaiolos, pour aller me faire une pizza, il n'y a aucun souci. Je plaisante pas. Et je plaisante à peine. Ok, première question pour moi. Comme vous êtes dans l'élite de votre sport, qu'est-ce que vous avez comme conseil pour des jeunes comme moi qui veulent réussir ou percer dans un sport? Bah écoute, déjà, comme tu le sais, tu nous l'as entendu dire, il n'y a pas d'élite de l'élite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'entraînent de manière assidue, régulière, et qui vont tout faire pour essayer d'atteindre leur potentiel physique, mental, spirituel. Donc donner le meilleur de soi-même dans ta passion, c'est la voie royale pour réussir. Après, il va y avoir plusieurs voies qui vont s'ouvrir à toi dans ta pratique et selon ta tranche d'âge. Il va y avoir la compétition si tu es intéressé par elle, il va y avoir le développement personnel, il va y avoir le challenge personnel et au final il va y avoir la transmission. Donc tout dépend dans quelle période de ta vie tu vas être. Je pense que la chose la plus simple et la plus facile à comprendre, c'est donne-toi à fond dans ta passion. Choisis la passion quelle qu'elle soit, que ce soit le golf, les arts martiaux, peu importe ce que tu vas choisir, et donne le meilleur de toi-même, aussi bien pour toi que pour les autres. Sois un modèle dans ta discipline, dans ta pratique pour les autres, et tu réussiras. Il n'y a aucun souci. Surtout, je connais un peu ta famille, je vois un peu le mode de vie, la vraie vie, comme je dis souvent que vous vivez, et ça ne peut que t'emmener à une réussite et à un épanouissement, c'est certain. Et Franck? Alors, moi je vais pas être original, hein. Effectivement, l'élite ça veut rien dire, c'est les gens qui disent que tu es une élite. En fait, on est des passionnés. Ça flatte l'ego, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que quand tu te lèves le matin, tu te dis je vais apprendre quelque chose encore. Je vais rencontrer quelqu'un. Tu vois, Fred, on s'était pas vu physiquement, là on se voit, on va forcément apprendre des choses. C'est le partage. En fait, la vie, c'est très simple. C'est que si tu es passionné dans ce que tu fais, tu vas réussir. Parce que les gens font souvent les choses pour être reconnus ou pour l'argent. C'est une erreur. Tu vas être reconnu, tu auras de l'argent, mais d'abord tu es un passionné. Si tu n'es pas un passionné, la première difficulté, tu vas arrêter. Ça, c'est l'école de la vie. C'est valable pour tout, pour l'école, pour tout, pour tes relations avec les gens. Après, ce qui est important, c'est aimer les gens. Parce que quand tu vas aimer les gens, tu vas aimer les rencontrer. Et en les rencontrant, tu vas apprendre. Ce qui fait que tu rencontres un mec qui te présente un autre maître. Et ça, c'est l'école de la vie. C'est bon pour les arts martiaux, c'est valable pour tout. Dans l'échange, forcément, tu vas grandir. Si par contre tu flattes ton ego, si tu penses que tu es le meilleur et que tu dis que tu es une élite, tu vas regarder ton nombril, tu vas être le meilleur du monde, mais dans ta bulle. Et en fait, tu te mens à toi-même, quoi. Et moi, ce qui est bizarre, ce qu'on va te dire, c'est que pourquoi on est humble, c'est qu'en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, pas forcément de ma discipline, je me dis waouh, ça y est, je suis heureux, je repars sur autre chose. Tu vois, c'est que dans le monde, il y a des gens extraordinaires et pas forcément dans les arts martiaux. Et en fait, chaque personne va t'apporter quelque chose. Et pourquoi ça rend humble? Parce que tu vois que tu es tout petit par rapport à celle-ci qui a la connaissance en fait. Et tu avances et en fait, tu n'es jamais vraiment, tu te sens jamais une élite puisqu'en fait, tu redeviens un enfant à chaque fois qui apprend. Donc en fait, c'est ça. Et moi, ce que je retiens quand on est jeune, ce que je dis à mes enfants, ce que je vais vous dire, hein, c'est soyez passionnés, trouvez une passion. Alors, identifiez quelque chose qui vous plaît, trouvez-la. S'il faut, tu prends une feuille A4, hein, tu fais un trait, ce que j'aime pas. Il y a forcément un truc où tu vas être bon et que tu vas aimer. Si tu es bon, en général, tu aimes. Et si c'est pas ça, tu pars sur autre chose.
Tu as le temps, hein, le temps à votre âge. Hein. Et après, à un moment donné, tu vas dire, mais je m'épanouis là-dedans. Et là, on met de l'argent de côté, on met la réussite de côté, je m'épanouis. Et après, ce qui va se passer, tu vas rencontrer des gens qui vont t'élever. Et c'est comme ça que tu vas devenir, entre parenthèses, quelqu'un qui est bon, qui a un bon niveau. Alors élite, pas élite, on s'en moque, quelqu'un de passionné en tout cas qui a un bon niveau. Et en fait, la deuxième chose importante, c'est rencontrer les bonnes personnes. C'est que dans ta vie, tu ne rencontreras pas forcément que des gens bien. Et en fait, l'instinct, il faut que tu écoutes. C'est que le bon professeur, tu vas te sentir en phase avec lui. Il va t'apporter des choses, pas seulement sur l'aspect technique, sur l'aspect de ton travail toi-même sur toi. Il va t'apprendre à réfléchir sur toi, ce que tu fais, ce que tu dis. Il va t'apprendre à vivre en fait. Hein. Et en dehors de ce que t'apprennent tes parents, tout ça, c'est autre chose. Hein. Mais c'est un complément. Et ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, tu vas sentir que c'est le bon professeur. Puis à un moment donné, avec ce professeur, tu n'auras pas fait le tour, mais tu auras pris ce que tu apprends. Tu vas garder de bonnes relations avec lui. Et il va te dire maintenant, il est temps que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Et c'est là que tu vas te construire. Et c'est comme ça que tu en des âges où tu as 35, 40, 50 ans, tu arrives à bien t'enrichir. Je passe sur le plan spirituel, technique, ainsi de suite. Parce qu'en fait, tu as rencontré plein de gens et te disent, mais tu as fait tellement de choses dans ta vie. Mais non, en fait, ça se fait facilement, c'est que tu rencontres des gens. Donc en fait, c'est presque naturel. Par contre, si tu t'enfermes dans un système où tu penses que tu es le meilleur, tu aimes la flatterie, que tu dénigres les autres, que tu dis, de toute façon, moi, toi, l'ego, il gonfle, à un moment donné, tu vas te retrouver comme un con tout seul. Tu n'auras pas de niveau. Tu vas te flatter et tu finiras seul et tu finiras mauvais parce que tu n'auras pas progressé sur le plan spirituel, tu n'auras pas progressé sur toi, tu auras fait ce qu'on appelle de l'artificiel. Tu vois, parce que les gens ils disent quand on fait des choses comme les arts martiaux, son effort, mais en fait c'est du show. C'est du show, la vraie vie c'est pas ça, la vraie vie c'est ça. C'est ce qu'on fait là, c'est quand tu marches dans la rue, quand tu dois trouver tes solutions parce que la vie c'est pas toujours facile pour tes enfants, tu dois aider des gens. Des fois, moi, je ne trouve pas les solutions, je dois chercher. Mais en fait, c'est ça la vraie vie. La nuit d'arts martiaux, c'est du show, quoi. Mais c'est pas ce que tu fais là, pendant ces quelques minutes que tu présentes aux gens, tu fais plaisir aux gens, mais en fait, ça ne servira pas forcément dans la vie, hein, si tu ne sais pas l'utiliser. Donc voilà, c'est trouver un bon professeur et faire un truc qui te plaît. Surtout ça. Et te remettre en cause au quotidien. Okay. Je voudrais rebondir avant la prochaine question sur deux choses qu'a dit Franck, qui sont vraiment importantes. C'est la première chose, c'est garder vraiment l'esprit ouvert et accepter qu'on ne connaît pas tout. C'est super important. Il y en a tellement qui sont persuadés de tout connaître ou qui veulent absolument faire croire à leurs élèves qu'ils ont tout inventé, qu'ils n'ont rien appris de personne, mais on a tous appris de quelqu'un. La première fois que j'ai entendu parler du site des vidéos en ligne de Franck, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dessus, j'ai payé mes 10 balles ou je sais plus combien c'était, et j'ai pris les vidéos et je m'en suis inspiré, je m'en suis nourri, et je le dis à mes élèves. Je dis voilà, ça je l'ai appris du Silas Roper, ça je l'ai appris de Jeff Espinouse, ça je l'ai appris de Mike Inay. On se nourrit de nos professeurs, et ça nous donne du crédit, c'est pas le contraire. Les gens ont peur que ça leur enlève du crédit. Ah oui, j'ai appris ça. Ah oui, tu manges à tous les râteliers. Non, tu te nourris des gens que tu rencontres. Donc garder l'esprit ouvert pour se nourrir des gens qu'on rencontre, je pense que c'est primordial. Et la deuxième chose que tu as dit, moi j'en suis un fan convaincu, c'est la liste. Mais moi je fais des listes pour tout. Pour trouver ta passion, pour trouver tel ou tel chemin. Est-ce que je prends à droite, est-ce que je prends à gauche? Boum, une liste. J'en suis un fervent amateur. Okay. Et la certitude, c'est important, c'est ce que tu dis, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. Même les scientifiques qui remettent en cause des choses qui étaient... il y a 20 ans, on disait c'est obligatoire, c'est comme ça que ça fonctionne. Même les scientifiques, ils remettent en cause des médicaments, des théories et tout ça. Alors nous, on n'est pas moi je ne suis pas scientifique, et il y a des choses que je croyais vraies il y a 10 ans et qui s'avèrent fausses maintenant, quoi. Et puis qui vont peut-être revenir dans 10 ans parce qu'il faut tester en fait la théorie et l'empirisme, la pratique, si tu veux, il faut les croiser. Et on est tous différents. Donc ce qui va être valable pour 1000 personnes ne sera pas valable forcément pour le 1001. Et lui va te dire, bah non, moi je ressens pas ça. Ah, donc ça veut dire que c'est pas universel. Il n'y a rien d'universel, c'est ça qui est génial dans la vie. Donc comme tu n'as pas de certitude, ça t'oblige à chercher. Donc en fait, tu progresses toute ta vie. Voilà. Et plus tu vieillis, et moins t'en as. Moi, plus j'avance, plus je suis moins sûr de moi, sur ce que je dis. Donc c'est dramatique, quoi. Et en même temps, c'est ce qui est la magie de la recherche, quoi. Ouais, merci beaucoup. Alors, troisième question. En tout cas, pour moi, question numéro 2. Je sais que vous avez tous les deux une chaîne YouTube. Comment choisissez-vous quel contenu mettre dessus? Alors moi, je vais te le dire. Alors, en fait, moi, c'est très simple. Sache qu'au tout début, je me disais, qu'est-ce que les besoins des gens. Et ça a commencé comme ça. Et après, en fait, c'est très simple, c'est que les gens, en fait, ils t'alimentent. C'est que je reçois des mails,
bah, il y a des jeunes comme vous qui me disent tiens, j'aimerais bien savoir, on parle de la timidité, est-ce que les muscles, les gros muscles, est-ce qu'un gros muscle est fort? Est-ce qu'on peut être fort sans avoir de gros muscles? Des choses très basiques en fait. Et je me suis dit, mais en fait c'est simple, c'est des questions qui sont simples pour moi, mais pas forcément pour les gens qui ne connaissent pas. Donc moi j'ai vulgarisé, au lieu de rentrer dans les trucs, au lieu de rentrer dans les très techniques, je vais avoir bodybuilding, hypertrophie musculaire, alors les myofibrilles, machin, non. J'ai dit ok, question simple, réponse simple. Et après, bah, ça va amener à poser d'autres questions. Oui, mais alors j'ai bien compris, mais est-ce que... Et en fait maintenant c'est très simple, je reçois environ 20-30 mails par jour de questions. Et de temps en temps, je regarde, je recoupe, je dis bah tiens, c'est intéressant. Et là, je dis souvent, je dis d'ailleurs, un tel m'a posé telle question. Donc maintenant, c'est les gens qui m'alimentent, c'est les gens qui m'aident en fait, d'où ce partage. C'est grâce à eux en fait que j'ai l'inspiration, parce que des fois, j'en ai pas. Hein. Et il y a des choses qui me paraissent des fois évidentes et qui sont pas évidentes comme pour les gens. Comme moi, je suis pas un expert en informatique. Un informaticien me dirait mais c'est simple pour lui. Pour moi, c'est compliqué. Apprends-moi les bases, peut-être que je vais comprendre. En fait, c'est les gens qui m'alimentent. Voilà. J'aurais aimé avoir une aussi belle réponse. Moi, c'est tout simple. Je me suis rendu compte très tôt dans ma pratique que j'étais pas fait pour les démos. Tu me mets sur une scène à faire une démo, je le fais, mais bon, un, ça m'emmerde, et deux, je suis pas très bon. Par contre, je suis un professeur, au plus profond de moi. C'est-à-dire que tu me mets dans une salle avec 1 ou 10 000 personnes, pour moi, c'est la même chose. Et à partir du moment où j'enseigne, voilà, ça coule et ça sort. Donc très rapidement, on s'est rendu compte avec ma femme que plutôt que d'essayer de faire des choses structurées pour ma page YouTube et mes social media, il fallait me filmer à chaque fois que j'ouvrais la bouche. Voilà. Dès que je suis avec des élèves, je suis avec des amis, on me pose une question, ça commence à partir, boum, ma femme elle prend le téléphone, elle commence à filmer. Ou quand je suis en stage, en séminaire, un peu partout, c'est vraiment comme ça que je nourris mes social medias. Donc je manque un peu de structure peut-être par rapport à Franck, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de me faire filmer sur le vif pendant que j'enseigne, plutôt que de me dire ok, on va essayer de répéter ce que j'ai fait en cours hier, de le faire bien pour la caméra, machin, ça j'y arrive pas. Je suis trop vieux, c'est pour ça. Il y a une ou deux parties de cette question. Et comment vous... Parce que toi, tu as parlé de pratique, entre guillemets, Ouais. de comment tu t'y prends pour faire ces vidéos. Mais est-ce que vous prenez seulement avec, par exemple, des téléphones ou avec... Est-ce que vous prenez, comme nous, une équipe professionnelle, on peut dire, qui vous aide à filmer ce que vous avez besoin? Moi personnellement c'est à l'iPhone, partout où on va maintenant ça donne de très bonnes vidéos, soit j'ai un élève, soit un assistant, soit ma femme qui va filmer selon qui est mon partenaire. Et voilà, j'édite moi-même sur mon ordinateur. Par contre on a une équipe qui s'occupe de toute la partie backstage, c'est-à-dire une fois c'est sur YouTube, comment est-ce qu'on diffuse, comment est-ce qu'on fait passer, comment est-ce qu'on va chercher les gens pour montrer un peu ce qu'on fait, essayer de partager un peu ce qu'on fait. Ça, j'ai une équipe qui s'en occupe. Mais toute la partie, on va dire mécanique entre guillemets de la vidéo, on fait ça à la bonne franquette. Et Bon, toi? moi c'est un peu Toi, différent, j'ai une grosse équipe, ouais. J'ai une grosse équipe, alors moi je sais pas monter, je sais rien faire. Je sais que. Non mais moi je sais que je sais rien faire en technique. Donc je pars d'un principe très simple où je vais chercher à savoir m'améliorer, mais je ne deviendrai jamais meilleur que celui que je prends parce que lui c'est son job. Chacun son métier, donc moi je pars du principe, je prends le meilleur de chacun. Donc j'ai monté une équipe. Au début j'ai commencé avec un iPhone. Ensuite j'ai pris un pro qui monte, qui filme. Après, j'ai pris un chargé de com, j'ai pris des gens dans le marketing. Enfin, j'ai une équipe. J'ai une grosse équipe qui fait que ça. Je dis bien c'est une équipe. C'est que chacun apporte. Alors moi, je donne les sujets, mais des fois, ils me disent ce que tu fais, c'est pourri. Donc on recommence. Et moi, j'adore qu'on me critique parce que je deviens meilleur. Sinon, si on me flatte tout le temps, je vais croire que je suis bon, et en fait, c'est pas vrai. Donc, ils me disent ce que tu fais, ça parle pas, c'est pas bien filmé, t'as été mauvais, ton élocution est pas bonne. Moi, j'adore. Et en fait, je progresse comme ça. Mais ça veut dire que si tu le fais seul, moi, ça m'a posé problème. C'est que je pensais parfois que j'étais bon dans ce que je faisais. Je me dis, ouais, ça parle, ça peut parler aux gens, et non, parce que eux, ça leur parlait pas, parce qu'ils sont pas du milieu. C'est très intéressant en fait. Parce que moi, ce que je parle, je fais que ça. Donc c'est comme tout le monde, tu es spécialisé dans un truc, tu penses que c'est évident. Et non. Alors j'ai commencé à l'iPhone et après j'ai commencé par du gros matériel. Alors je fais des vlogs, une petite perche à arrache un peu. Ça j'aime bien. Et en fait ce qui est rigolo, alors là je vais vous dire une petite combine, j'ai testé. Je partage complètement ton avis. Quand je commence à être trop on va dire, moulé,
trop moulé, trop sérieux, trop magistral, ça parle pas. Ce qui est top, c'est que YouTube, si tu parles à un copain. Et quand tu commences à dire, à faire voir tes défauts, à faire voir tes failles, des fois tu sais pas, ou des fois tes moyens, t'es naturel, comme on fait là. Tu parles à un pote et tu lui dis, là je vais t'apprendre ça aujourd'hui. Et ce qui est rigolo, c'est quand on n'est presque pas professionnel, c'est là que les gens adorent. Quand on devient trop paperboard, des fois je fais mes cours un peu magistraux, t'embêtes tout le monde, parce que c'est l'école. Et en fait, les gens, ils aiment que tu leur parles comme un pote. Donc le vrai format, c'est du travail pro mécanique derrière par des pros, mais en fait il faut être super naturel. Là on n'a rien préparé, on est naturel et c'est ce que les gens adorent parce qu'ils se voient à travers toi, tu es un humain hein. Et le mec qui est trop parfait, un peu aseptisé comme en entreprise, ou le chargé de com il est parfait, il se trompe pas, tout est nickel, ça passe pas sur YouTube, c'est des schémas, des formats qui passent pas. Il faut être naturel, donc en fait je suis pro dans le contenu et dans la mécanique, mais quelque part je suis un peu relax, un peu à l'arrache dans le partage. Et effectivement j'ai essayé de faire des cours, reproduire, ça plaît pas. Donc j'ai changé de format parce que les gens ils veulent se détendre, ils veulent apprendre, cool, simplement. T'es naturel, voilà. J'en apprends tant que vous aujourd'hui. Faut que je prenne des notes, un papier, un stylo. Ça c'est essentiel. Sur YouTube c'est essentiel. J'ai fait des grosses bêtises avec ça. J'ai ramé pendant 2-3 ans à cause de ça. J'étais trop professeur, je remerdais à tout le monde en fait. Voilà, là c'est ma dernière question. J'ai lu des articles et j'ai vu des vidéos sur des sportifs à haut niveau et ils avaient tous un truc en commun, c'est qu'ils ont tous dû sacrifier beaucoup de choses quand ils étaient plus jeunes pour arriver où ils sont aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait ça ou ressenti ça, et si oui, quoi? Oui, je pense qu'à un moment donné, toute personne qui veut vraiment se lancer à fond dans sa passion doit faire des sacrifices. Des trucs tout bêtes, hein, tu vois, moi quand j'étais jeune, que mes potes allaient en boîte ou sortir, machin, moi je m'entraînais. J'ai été très vite, est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est du karma, j'en sais rien. Très vite j'ai été dans un espèce de moule, mais que j'avais créé moi-même, qui me gardait, si tu veux, sur un chemin raillé. Je m'explique. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie, je sais même pas quel goût ça a, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu de café. Il y a des choses, j'ai jamais été attiré. J'ai été tellement à 100% dans mon truc très jeune qu'on peut même pas parler de sacrifice. Ça a été une voie qui s'est offerte à moi très très jeune. Et j'en ressens encore les bénéfices et les conséquences aujourd'hui. Mais oui, les sorties, certains trucs que j'ai mis de côté, en tout cas pas à 100%, mais on va dire à 80%, tu vois, cette règle du 80-20, pour aller m'entraîner tout simplement, et puis pour être le plus performant possible dans ce que je faisais. J'aurais un peu la même réponse en fait, j'ai jamais vécu ça comme des sacrifices. Je suis tellement heureux quand je m'entraîne, c'est bizarre hein, mais moi pareil, j'allais pas dans les booms hein. Mais bon c'est pas grave parce que les filles en fait elles venaient me voir à la salle, t'as connu ça? On est d'accord. Quand tous les mecs étaient bourrés, il restait plus que nous. Et en fait t'as ton fan club parce que t'es différent. En fait c'est très simple la vie, c'est que quand t'es en phase, quand t'es aligné avec toi-même, même quand t'as 15 ans, que t'es aligné avec toi-même, t'es heureux, t'es épanoui, les gens ont envie d'aller à toi. Alors moi je disais non, je vais pas dans la boum, non parce que je peux pas, il y avait les ASU à l'époque, hein, les UNSS, j'allais en compète, donc moi je préférais aller m'envoyer, m'éclater à l'adrénaline, enfin t'as une cam, hein, d'aller me mesurer sur un stade, parce que je me réalisais, j'étais tellement heureux, donc en fait j'avais pas de soucis, puis les copines elles venaient me voir, puis après j'allais boire un chocolat à l'époque, hein, c'était mignon quoi, mais en fait j'avais pas besoin, donc après on me disait de toute façon lui il est pas comme les autres, mais moi ça m'arrangeait bien de pas être comme les autres, parce qu'être différent c'est intéressant, parce que comme tu fais pas comme les autres, tu vas pas être comme les autres, tu vas pas attirer les mêmes personnes, et en fait moi ça me posait aucun problème. Par contre à l'inverse ça commence à poser problème quand tu construis une famille. Moi j'ai 3 enfants, hein, j'ai 2 grandes et une petite, et là c'est pour ça que j'ai changé ma façon de faire. Effectivement je vais moins en stage, tout ça, parce qu'à un moment donné tu dois penser aux autres. C'est que le danger c'est d'être trop concentré sur soi, et je me suis dit mais attention, mes enfants ils ont besoin de m'avoir. Donc là tu modifies ta vie, tu as des techniques pour enseigner différentes, d'où les cours en ligne, tout ça. J'ai modifié par rapport à un besoin, par rapport à le changement de la société, et c'est parce qu'il fallait que je passe plus de temps avec ma famille, donc il fallait que je libère du temps, donc j'ai dit il faut que je m'adresse à plus de gens en même temps, d'où ces cours en ligne, que d'aller en stage et m'adresser à 100 personnes. Donc mon idée c'était de faire bénéficier de ma connaissance à mon niveau, hein, le plus de gens possible, le plus rapidement possible et sans bouger mes fesses. C'est pas compliqué, c'est ce qu'on fait là. Après, ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé à sentir la souffrance par le manque justement de présence, j'ai ressenti à travers les personnes. On me l'a dit, donc moi j'écoute.
Mais moi, je ne l'ai pas ressenti, je suis passionné. Donc je me suis dit, attention, c'est à moi de m'adapter à ma famille. J'ai des enfants, je ne suis pas là que pour faire des enfants, il faut aussi que je les éduque. Et donc voilà, c'est ce qui se passe. Alors, si on est tout seul, moi j'en vois qui sont tout seuls, célibataires, ils veulent personne, ils s'occupent que d'eux. Ok, s'ils sont épanouis. Pour moi, la vie, c'est pas que ça. Tu t'es marié, moi j'ai une femme qui est super, j'ai des enfants géniaux, et en fait, ils ont besoin de moi, quoi. Donc, c'est le danger de la compète, le danger de te ramener à soi, c'est ça, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et la vie, c'est l'équilibre. Voilà. Donc, pour revenir à ça, je le vis pas comme des sacrifices, mais les autres peuvent le vivre comme un sacrifice. Donc, c'est là qu'il faut s'adapter. Tout à fait. Merci. Bah, t'as un peu répondu à la dernière question de Nathan, Mince, mais je suis un voyant en fait, je savais pas, mais j'ai des dons de voyance. Dis-moi. La troisième question, c'est quand vous étiez ado, le fait de pratiquer des sports d'arts martiaux, est-ce que ça vous aidait à, entre guillemets, draguer des filles? Oh là là. On pourrait en parler des heures, mais ce serait censuré, mon bon ami. Non, mais comme l'a dit Franck tout à l'heure, quel que soit l'âge, si tu es aligné, si tu développes une force intérieure par ta pratique, par ta vision de la vie, par tes valeurs, automatiquement tu vas briller entre guillemets. C'est-à-dire que pas briller, je parle pas de l'ego, je parle de l'aura entre guillemets, pourrait-on dire. Et ça, de toute façon, ça attire le regard. Moi aussi, avec aussi bien mes amis que des gens que je connaissais peu, j'ai toujours été un petit peu marginal, un petit peu original dans ma nutrition, dans ma pratique, dans ma vision de la vie. Et du coup, ça a des répercussions sur ta vie sentimentale, affective, fun quand tu es jeune, etc. etc. Ça, aucun doute. Alors moi, c'est un peu différent. Quand j'étais jeune, j'étais très timide. Très timide. Donc autant sur le stade, je faisais le beau, je faisais le mariole. Même avec les arts martiaux, quand j'ai commencé, je faisais un peu le mariole. J'étais sûr de moi à la salle. Et quand je sortais de la salle, j'étais très réservé, très introverti. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la sophrologie pour essayer de profiter de ça, pour changer. Parce que tu vis plus quand même à l'extérieur que dans la salle d'arts martiaux. En tout cas à mon âge, à l'époque. Et je me suis dit, mince, comment que ça se fait que je suis autant sûr de moi à la salle et je ne suis pas dans la vie? C'est simple, c'est parce que j'avais une maîtrise de ce que je faisais, une confiance en moi parce que j'avais la compétence, et à l'extérieur j'avais pas confiance en moi parce que j'étais pas aligné, quoi. Et en fait, alors moi j'étais très timide et j'attirais pas forcément les filles, mais par contre les filles venaient parce que j'étais différent, et en fait ça finit par me dire, mais en fait je peux intéresser autrement qu'à la salle, quoi. Et en fait elles venaient à moi, donc ça renforçait ma confiance en me disant je suis comme ça, point barre. Et en fait ça m'a pas posé problème. En fait j'avais plein de filles autour de moi, sans prétention, j'avais plein de filles autour de moi, mais j'en bénéficiais pas pour autant parce que j'étais timide, quoi. Mais n'empêche, j'avais pas de problème avec les filles, c'est ça qui est rigolo, quoi. Donc après ça se fait naturellement, elles viennent à toi. Et ce qui est marrant, tu l'as dit, c'est qu'en prenant de l'âge, tu es tellement bien dans ta tête, ça je le dis souvent aux jeunes, c'est toi qui crée en fait la peur, c'est toi qui crée le fait que tu penses que les gens ne t'aiment pas, mais quand tu t'occupes plus des autres et tu t'occupes moins de toi, l'image que tu vas donner, en fait c'est là que tout s'ouvre. C'est hallucinant, quand tu commences à te concentrer sur toi ou penser que les autres te jugent, c'est une catastrophe, c'est pas comme ça la vie. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, et quand tu commences à regarder les autres, à écouter les autres et à aimer aller vers les autres, en fait les gens viennent à toi, c'est un truc de fou. Ouais, parce que si tu as besoin de prouver toujours que tu dois être nickel, tu dois être bien, tu ne dois pas faire d'erreur, tu dois être parfait, c'est une catastrophe parce que ça n'existe pas déjà. Et les gens, tu penses qu'ils te jugent comme ça, pas du tout. Les gens ils voient pas ça, ils voient comme t'es. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu fais de la compète, t'es sur toi, t'es concentré sur toi, tu penses qu'à gagner. Et le jour où tu lâches ça, alors là ça part tout, c'est là que tu commences à gagner. C'est ça que j'ai compris. Mais je l'ai compris un peu tard. Mais c'est vrai que la voie martiale ne s'ouvre qu'une fois que tu as fini ta période de compétition. C'est exactement évident. ça. C'est un truc de fou, ça bascule. Ouais. Mais ça fait un peu cliché, mais en gros il faut donner pour recevoir. Pas de secret. Et ouais. Ok, merci beaucoup pour Merci pour à vous votre deux. temps. Alors nous, on va parler plus d'alimentation. C'est mon sujet, c'est mon dada. Donc vous êtes des sportifs de haut niveau. Et quelle est la place de l'alimentation dans votre vie personnelle? Je réponds. Vas-y. Essentiel. C'est le carburant qu'on met dans la voiture. Essentiel. Moi, je dirais presque. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais si entre la respiration, la préparation physique, mais je parle en tant qu'exercice, je dirais 60%, 70%. Alors, ce qui est bizarre, c'est que même si je fais les écarts, ça n'a pas d'impact. Par contre, je sais que s'il y a des choses que je ne pratique pas, des choses que je ne fais pas,
En fait, je le vois tout de suite sur la performance, sur le bien-être. C'est vraiment essentiel. L'alimentation, pour moi, c'est pas que du plaisir, hein. C'est vraiment mettre le bon carburant dans le véhicule. Et j'en suis persuadé parce que je vois des gens malheureusement qui s'entraînent très très bien, qui ont une hygiène de vie moyenne, on va dire, je parle de sommeil, ainsi de suite, mais qui ont une très mauvaise alimentation et pourtant qui s'entraînent très bien, c'est catastrophique. En fait, je dirais presque 70% alimentation, 30% entraînement, donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je l'ai mesuré à travers mes coachings. Oui. Pareil pour moi, l'alimentation c'est 70% des résultats sans aucun doute. C'est une partie, et ça a toujours été une partie très importante de ma pratique. Je suis passé par toutes les diètes sportives santé existantes, de vegan à végétarien, à paléo, à keto, à blood type diet, tout ce qui existe et qui est lié à la santé. Je ne parle pas des régimes pour maigrir. Je les ai testés. Et aujourd'hui, c'est une grande part de mon alimentation. 80-90% de mon alimentation est vraiment super clean. Énormément de végétaux, énormément de produits frais, bio, de la très bonne protéine, des très bonnes graisses. C'est super important. Et comme on disait tout à l'heure, une fois par semaine, on se fait plaisir et puis on mange ce qu'on veut. Mais aussi bien au niveau de la pratique sportive, tu dois t'entraîner énormément comme moi. Moi, je fais au moins 4 heures d'entraînement par jour. C'est-à-dire que je commence le matin avec 1 heure de boxe à jeun. Ensuite, je vais au crossfit en m'alimentant correctement avant et après. Après, c'est arts martiaux le soir pendant 1 à 2 heures. Donc, il faut vraiment l'essence pour nourrir la machine. Et pas seulement le bon fuel pour le véhicule, mais aussi au bon moment. Donc, tout ça, c'est très important. Très contrôlé. Oui, c'est une méthode en fait, c'est un système. L'alimentation, c'est un système. C'est-à-dire qu'il y a l'alimentation pour la santé, et là, c'est que du bon sens. Tout le monde sait que le haricot vert est meilleur que la frite. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'on est fait pour boire de l'eau et pas du Coca-Cola. Tout le monde le sait. Donc on n'apprendra rien aux gens en ce qui concerne l'alimentation santé. C'est que du bon sens, il suffit de le faire. Il faut être un peu curieux, il faut faire quelques recherches. Il faut faire quelques recherches aussi quant à l'origine de nos aliments et notre alimentation. Par contre, pour la performance, c'est vraiment une science et une méthode. Est-ce que toi aussi, Franck, tu as vécu, tu as pratiqué plusieurs diètes Au début pour la performance, après pour le bien-être et après pour moi. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a des cycles, il y a des choses qui fonctionnent à un moment donné, qui fonctionnent pas à ce moment-là. C'est assez bizarre. En fait, c'est très complexe l'alimentation, tu as tout dit. Quand pour un champion, ça va au-delà de l'alimentation, de faire des prises de sang, pour voir comment le corps réagit. Il y a des étapes, il y a des cycles, il y a des macrocycles, microcycles, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est très complexe, c'est une Ferrari, l'athlète. C'est une Ferrari. Après, pour monsieur et madame tout le monde, c'est que du bon sens. Et malheureusement, c'est ça qui est inquiétant, c'est que les gens savent. Quand je vois des mômes qui me prennent 2 bouteilles de coca par jour, quand tu vois le taux de sucre, ce qu'il y a dedans, ils le savent, mais il y a un problème dans l'inconscient, le subconscient, qui fait que ils n'arrivent pas à l'ancrer, quoi. Et on va à la catastrophe. On voit bien ce qui se passe. Les gens obèses, des gens qui ont des problèmes déjà de sucre, qui ont des glycémies élevées à l'âge de 20-25 ans, c'est pas normal. Donc en fait, il y a le bien-être. On sait ce qu'il faut faire et c'est pas trop restrictif quand on regarde, c'est des règles. Et puis il y a l'athlète de haut niveau, c'est un autre domaine où ça va durer un certain temps, ça peut durer longtemps d'ailleurs. Et nous on est un peu dans ce monde-là parce qu'on est quand même dans la performance. 4 heures d'entraînement, c'est pas anodin quand même. Donc si on n'avait pas l'alimentation adéquate, on se détruirait. En fait, c'est le juste équilibre entre je mets le bon aliment avec les bons compléments alimentaires, avec tout ce qu'il faut derrière, les bonnes graisses, ainsi de suite, pour être bien, pour être performant, parce que sinon on va dégrader notre corps. Ça, c'est dans votre approche, on va dire, personnelle, mais qu'est-ce que vous mettez justement dans votre pratique professionnelle, je veux dire, dans l'enseignement que vous proposez à vos élèves? Est-ce que vous avez une méthode, des conseils de diététique très spécifiques justement que vous conseillez à vos élèves? Bien sûr. Alors, comme on l'a mentionné tout au long de cette interview, il y a des périodes de notre vie où on est persuadé. Et puis au bout d'un moment ça passe. Tu vois, par exemple, moi j'ai été végétarien pendant 10 ans avec une phase végane et même une phase crudivore. Et je ne jurais que par ça. Et aujourd'hui je suis sur du paléo keto. Donc, mais tu vois, il y a des gens qui crieraient à la trahison. Pour moi, pas du tout. C'est une expérience, c'est un changement, s'adapter par rapport à ce que tu cherches. Le végétarisme a été une très bonne expérience. J'ai appris à manger des tonnes et des tonnes de légumes, à manger des fruits, à équilibrer mon alimentation. Et à être curieux. Mais à un moment donné, je perdais trop de poids, je perdais en
en puissance, en vitesse, en explosivité. Alors peut-être que j'avais pas les connaissances parfaites pour avoir une alimentation végétarienne pour athlète, mais en rebasculant après sur du crossfit, sur du bodyweight fitness, etc., j'ai découvert le paléo qui m'a pas réussi en tant que tel. Ensuite la keto avec beaucoup mieux contrôler ses apports en graisse, etc. Et au fur et à mesure on découvre ce qui nous convient à un moment particulier. Et donc pareil pour l'enseignement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre l'élève dans son ensemble en tant qu'être humain et on va lui donner des conseils qui sont de bon sens tout en l'autorisant à faire ses propres recherches et à découvrir ce qui lui convient lui. J'ai des élèves qui sont 100% véganes et j'ai des élèves qui sont carnivores entre guillemets et tout ce qui peut y avoir entre les deux. C'est à chacun de découvrir la nutrition qui lui convient avec non seulement son corps et ses besoins physiologiques, mais aussi avec ses valeurs, avec sa spiritualité, voire sa religion, etc., etc. Donc après, je suis persuadé qu'il y a une nutrition par être humain, mais il y a des grands concepts qui sont quasi universels et à partir du moment où ça n'écarte, on va payer le prix un jour ou l'autre. Tout à fait convaincu, toi, Franck? Un peu la même approche, hein. J'ai testé un tas de régimes. Bon, moi je sais ce qui me convient, moi je suis plutôt hyperprotidique, hyperlipidique et hypoglycidique. J'ai besoin quand même de glucides, voilà, c'est ce qui me convient parce que je suis un musculaire, hein. J'ai besoin pareil, hein. Moi j'ai besoin de puissance, je me sens parfois un peu félin, je sais pas si tu le ressens, ce côté tic, quoi. Il faut de la puissance, il faut être souple, mais par contre ce qui me convient pas du tout, c'est protidique, pardon. Moi alors le végétarien, c'est même pas la peine, c'est impossible pour moi. J'ai testé, je peux pas tenir, je me sens faible, je n'y arrive pas, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Moi ça me convient pas. Alors par contre moi j'ai une technique. Quand on est vieux, c'est l'avantage, c'est que je teste sur moi et après je teste avec mes élèves. Ceux qui veulent bien, c'est un laboratoire. Alors je leur donne un cours gratuit et je leur dis c'est gratuit. Je leur dis écoutez, voilà, vous êtes chacun avec des profils différents. Je prends par exemple 20 ans jusqu'à 60 et je regarde comment ils réagissent. Et effectivement, la problématique, c'est que je ne peux même pas en faire une étude, puisque je suis sur 10 cas, 20 cas, 100 cas, et il y a des milliers de cas. Et en fait, chaque fois, c'est différent parce qu'il n'y a pas que l'aspect physiologique. Il n'y a pas l'aspect biomécanique, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect culturel. Par exemple, le truc typique, le fasting. Jeûne intermittent, on en parle beaucoup. Sauter un petit déjeuner, moi, ça ne me pose aucun problème. Il y a des gens, ils ne peuvent pas, c'est culturel, c'est un rituel. Le petit déjeuner, c'est le moment où ils sont bien le matin, ils se reposent. C'est une sorte de méditation, je suis bien avec mon petit café, avec mon petit croissant ou je ne sais quoi. Ok, c'est pas bon, mais il en a besoin. Et il va falloir faire un travail psychologique presque, avec de l'hypnose, plein de techniques qu'on connaît, parce que c'est un besoin, c'est un rituel presque. Donc le mec, ça fait 30 ans qu'il fait ça, alors on va plutôt travailler à alléger le repas du midi, peut-être celui du soir, j'en sais rien. Après, il y a aussi le contexte social. C'est qu'enlever, il y en a qui font le fasting le soir, mais c'est le moment où on se retrouve avec la famille. Donc c'est ma vécu. Moi je sais que le matin, personne ne me voit, c'est génial, je me lève tôt le matin et moi ça me convient. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'hypercalorique, c'est pas bon. Surcharger en calories, plus qu'on en comme ça, c'est mort, on stocke. Ce qui est pas bon, c'est les régimes. C'est se mettre en hypocalorie parce que c'est catastrophique, il y a des manques, il y a des carences. Ce qui est bon aussi, c'est de temps en temps aller voir un médecin et faire un bilan sanguin. Parce qu'on peut avoir des carences et donc il faut les compenser par des compléments alimentaires. Par exemple les oméga 3, on sait qu'il en faut. Les gens ne mangent pas assez de poissons. Moi j'en prends en gélule parce que je ne consomme pas assez de poissons, j'ai pas honte de le dire. Je sais que les BCA, pour monsieur tout le monde ça sert à rien. Par contre quand on s'entraîne à jeun comme moi, je m'entraîne violemment, je m'entraîne pas longtemps pour le système hormonal parce que je sais que je baisser en testo très rapidement, j'en ai besoin. Je prends mes 5 cachets avant l'entraînement parce que je le ressens. Je sais que boire beaucoup d'eau, c'est valable pour tout le monde. Les gens, quand je vois qu'ils me disent 1 demi-litre d'eau par jour, moi je suis désolé, voilà, les reins ils prennent, puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les reins. Il y a des règles, en fait tu l'as tout dit, il y a des fondamentaux qu'on devrait pour moi enseigner à l'école. C'est bizarre ce que je dis, mais des gens pour qui c'est le métier devraient aller dans les écoles, on devrait apprendre aux gamins à conduire, à faire du vélo. Non mais c'est bête ce que je dis, apprendre le secourisme, apprendre les techniques de respiration, des choses basiques, ça fait partie des cours, comme les travaux pratiques, parce que c'est leur vie, c'est leur apprendre. Et les parents ne savent pas forcément, ne veulent pas forcément, pas leur dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais leur dire voilà, si tu consommes pas d'eau, voilà ce qui se passe. Alors enfin, des médecins, des diététiciens, enfin des gens pour qui c'est le métier. Et leur donner des cours de vie en fait. Parce qu'on ne prépare pas les gamins à la vie. Quand je vois des gamins qui prennent 3 litres de coca, j'en connais moi, 3 litres par jour. Puis plus on voit, plus ils aiment, plus ils sont addicts, et puis plus le sucre mène au sucre. Et le monde, 25 ans,
il a 50 carrés de sucre dans C'est sûr, l'abdomen. dès 10 heures du matin. Quand je vois des gamins qui ne consomment pas d'eau, quand je vois des gamins qui ne mangent que des glucides, j'en connais, c'est McDo, croissant, frites, que ça. Ouais. Pas de protides. Quand on sait combien il faut par kilo de poids de corps, tu as des montres qui font 90 kg, qui ont 0,5 g de protides dans le corps par kilo de poids de Ah corps. oui, oui. C'est catastrophique, tu ne peux pas faire du muscle. Par contre, ils font du gras. Donc en fait, donner des principes sur la respiration pour gérer le stress, des principes d'alimentation. Bon, moi je suis un peu en décalage, je suis un peu le vieux monsieur, quoi. Mais je me dis, pourquoi pas prendre 1 heure par semaine pour expliquer aux enfants comment fonctionne un corps humain. Ils connaissent mieux comment fonctionne leur ordinateur, leur télé que leur corps humain. Ouais, tout à fait. C'est un peu gênant. Préparer la vie pour moi. Alors l'école, C'est- effectivement, c'est de c'est l'enseignement. ça, c'est bon. Mais l'enseignement, ça fait partie de L'éducation, l'enseignement ouais. qu'ils apprennent à connaître leur corps. Mm. Donc voilà, c'est un petit message que je voulais faire passer parce que je pense que c'est dommage. Il y a un gros trou dans l'éducation moderne. Ouais. Comme Ouais. tu le disais, la nutrition, mais là aussi la respiration, la posture. Les gamins, ils savent pas Posture. s'asseoir. Mm. Tu peux, en 10 minutes, tu peux corriger la posture de Pourtant, il quelqu'un. reste quoi. assez longtemps à l'école. sur Ouais, les ouais. bancs de Et l'école. puis mal, Ouais. donc ça Ouais. crée des problèmes. Est-ce que moi je peux me permettre de poser une petite question? Il y a quelque chose qui me fascine dans ce que tu as dit, Franck, c'est la partie travail sur le système hormonal. Tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, alors c'est très simple. Ce que j'ai constaté, c'est quand par exemple on veut pas maigrir mais perdre du gras. Parce que je dis sur la différence. Ouais. Maigrir c'est pas bon. Hein. Mm. C'est qu'on a des carences et un maigrissement c'est aussi une perte de muscle. Hein. Quand on veut perdre du tissu adipeux, donc on vise ça, j'ai constaté que c'est pas forcément en se mettant en hypocalorie, donc en ayant une consommation supérieure à ce qu'on consomme en métabolisme de base, qui est un différentiel. En fait l'idée pour maigrir, ce que tout le monde te dit, c'est que tu consommes au 1600 calories par jour dans ton activité pro et sportive. Si tu en consommes 1400, normalement il y a un delta de 200, tu vas perdre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il fallait plus agir sur l'accélération du métabolisme, d'où le CrossFit qui va continuer à accélérer le métabolisme après l'entraînement, ça je l'ai constaté, et sur le fait de faire des efforts très courts, violents, qui vont te sortir de ta zone de confort, qui vont violenter ton corps, qui vont créer un stress, qui vont agir. Alors moi, je dis bien sûr moi d'où cette série unique, cette provocation par rapport à ça, sur moi et sur 90% de mes élèves, j'ai constaté que pour modifier un corps, et là je le dis, je pèse mes mots, pour modifier un corps, là je parle de transformation corporelle, pas de performance, on est bien d'accord. Pour modifier un aspect corporel, 3 fois 30 minutes suffisent largement si tu bosses en intensité. Maintenant, si tu jactes 2 minutes entre les séries, que tu pars, tu regardes des filles qui passent, tu regardes la télé, le clip, parce qu'il y a plein de clips dans les salles, machin. Moi, je suis un animal, je vais dehors, je suis un sauvage. Je vais dans les bois, je m'entraîne. Mais je me fais tellement mal, j'ai tellement de temps de repos entre les séries, je me violente au bout de 20 minutes, je suis rincé, je suis chargé en testo, je suis une bête, quoi. Je me sens, je suis chargé, je suis agressif même. Je ressors, j'ai la patate. Quand je dépasse 1 heure, je suis fatigué, l'après-midi j'ai des coups de barre, c'est mon hommage, je sens que je plonge. Par contre, je recharge en glycogène un petit peu juste derrière, je prends un peu de glucides, voilà. Donc ce que j'ai constaté, c'est ce qui modifie mon corps. Ça, les gens me disent, mais je vois, t'es vachement en forme, parce que je m'entraîne très peu, mais violemment. Et tout rentre dans des cases. Je mets 20 minutes de yoga, je compartimente 20 minutes de qigong, j'ai ma prépa physique, vachement de récupération, parce que c'est pendant la récup que ton corps il se transforme. Et je constate que quand je fais beaucoup, je suis en catabolisme. Et moi j'anabolise, j'anabolise en permanence. Et je fais là j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps, je regarde mon taux de testo libre et plasmatique. Je regarde mon taux de testo. C'est un truc de fou, mon taux de testo est supérieur maintenant à 56 piges bientôt que quand il y a 4-5 ans. Donc ça veut dire que je suis dans le vrai. Par contre, dès que je commence à courir longtemps, dès que je commence à faire des efforts longs, dès que je commence à moins dormir, le cortisol monte, c'est une catastrophe, la testo elle descend, je fais moins de muscles, je suis fatigué, je suis irrité et je suis moins concentré. Donc ça veut dire que je leur dis à mes élèves, faites du bon entraînement. Ce qui va faire la différence après, c'est le repos, l'hormone de croissance en dormant la nuit que tu vas stimuler, c'est ta testo à travers l'entraînement intensif, c'est ta bonne alimentation pour nourrir le corps, et c'est toute l'hygiène de vie à côté de ça. Moi je suis adepte des bains froids, des douches froides, j'adore être dans le froid parce que je sais que je brûle la graisse brune, je fais plein de techniques un peu bizarres, et alors on me prend pour un dingue, sauf que je me rends compte que c'est des trucs qui sont faciles à mettre en place, qui sont gratuits et qui donnent de l'impact. Par contre, dès que je mange moins bien, dès que je dors pas, je le vois bien, dès que je suis très stressé par un problème X, je fais de la rétention d'eau, je suis moins sec, mais je le vois tout de suite. Et comme je vieillis, c'est plus flagrant. Donc je me dis, un athlète de haut niveau, il pense à souvent bien s'entraider, il a un programme de dingue, je vois son muscle, ils ont les derniers programmes américains, machin. Ils bouffent des McDo, ils dorment pas, ils font pas, moi je suis adepte de la cohérence cardiaque, ils respirent pas comme il faut, donc ils n'agissent pas sur le parasympathique. Donc en fait, ils font tout ce qu'il faut pas à côté. Je comprends pas, mon corps il réagit plus. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des stéroïdes.
Ou qu'est-ce qu'ils font, le dernier produit magique qu'ils ont vu sur internet et tout. Et là, ils bousillent leur organisme, le système hormonal, enfin la thyroïde, on connaît les T3, les T4. En fait, ils font des raccourcis, sauf des raccourcis qui vont amener à la catastrophe. Ouais, ouais. Je sais qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, hein. complètement, Et complètement. moi, je rencontre des gens au quotidien, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? Ils ont les entraînements de fou, mais ils copient sur des types qui sont sous stéroïdes, Exactement. qui ont des génétiques hors normes et qui ne font que ça. Quand on travaille 8 heures par jour, 10 heures par jour, qu'on est stressé par son patron, il y a du cortisol, on n'est pas capable de faire 2 heures à fond. Avec des champions qui peuvent faire ça, ils sont hors normes, ils ont une génétique de fou, ils prennent des stéroïdes, faut le dire, ils ne font que ça, ils sont très jeunes et ils ont des coachs derrière. C'est pas le mec lambda, hein. C'est pas Madame lambda. Et moi, je m'adresse à Monsieur, Madame, tout le monde. Je m'adresse pas au culturé. Je veux que tu veux maigrir, ok. Tu veux prendre de la masse musculaire, ok. On a des protocoles, on les connaît hein, tous les deux. Il y a des protocoles adaptés à leur objectif et à leur personnalité. C'est pour ça que c'est génial notre métier parce qu'en fait, chaque fois, c'est un problème. Tu te dis, il n'est pas comme l'autre. Tu vas chercher, c'est génial, c'est la magie quoi. Mais Voilà. c'est super important ce que tu dis. Les gens trop longtemps, que ce soit en condition physique, en musculation, aussi dans les arts martiaux, ont copié leur protocole d'entraînement sur des gens qui étaient soit professionnels qui ne faisaient que ça, et soit dans la plupart des cas sous stéroïdes. On le voit en musculation aujourd'hui, tout le monde te dit qu'il faut travailler 1 ou 2 muscles à la fois, plusieurs fois. Mais en fait, c'est du full body weight aujourd'hui qui est la Évidemment. réalité pour les gens comme nous qui prenons pas de produits, etc. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que je m'entraînais 4 heures d'entraînement, pour être plus précis, j'ai 4 blocs d'entraînement. Ouais. Et en fait, je travaille sur un protocole Tabata, sur du High Intensity Training. Ma boxe, aujourd'hui, je fais que ce soit du sparring, que ce soit du sac, que ce soit de la corde à sauter, c'est sur un protocole Tabata. Mes arts martiaux, pareil, sauf quand j'enseigne évidemment. C'est du Mais même HIT, hein. à l'intérieur de notre curriculum, de ce que j'enseigne en Kali et en Silat, j'utilise aussi du protocole Tabata sur certains trucs, comme par exemple la boxe, le pied-point, etc. Donc le High Intensity Training, le HIIT comme il l'appelle, avec une nutrition adaptée, des temps de repos, ouais. de la respiration, de l'eau, c'est la clé d'entraînement. L'humain en fait a cette particularité, alors c'est pas une critique, hein, j'en fais partie, j'en ai fait partie longtemps, hein, mais j'ai compris des choses, c'est qu'en fait on reproduit des schémas par confort. Ça rassure de savoir que tout le monde fait pareil. Et il faut surtout pas faire ça. Et l'exemple typique c'est Tabata. On disait les footings, moi j'ai connu à l'INSEP, le footing fait maigrir parce qu'au bout de 40 minutes tu commences à taper dans les graisses et tout. etc. Il suffit de se poser dans un fauteuil, regarder la télé. Tu regardes des sprinteurs, ils sont secs, ils sont musclés. Tu regardes un marathonien, et les mecs, il est tout blanc. Et souvent, les femmes n'ont plus de règles, il faut le savoir. Et les hommes n'ont plus de testostérone, ils n'ont plus de libido. Ils sont épuisés. On le voit, d'avoir des affaires de sexe qu'on voit à la télé, c'est quoi? Des sprinteurs, des boxeurs, des footballeurs, des gens qui font les parcours quelque part, ils font des sprints. Tu ne les vois jamais chez les cyclistes du Tour de France. Parce qu'ils sont épuisés, mais tu ne le vois pas. Tu vois bien les marathoniens, tu ne vois pas des histoires. Tu peux voir des histoires malheureusement de faits divers de sexe parce que c'est des gens qui c'est des animaux, hein, c'est des sprinteurs. Hein, et en fait, c'est ça qui est gênant. Et l'autre truc qui est vraiment gênant, c'est que quand je vais en salle, pourtant je parle de coach diplômé, hein, donc des gens que je respecte, hein, moi je respecte tout le monde. Quand je vais en salle et que je coach des gens, parfois je vais en salle parce que les gens veulent aller en salle, ils ont un abonnement. Et que je vois une dame, ça fait 1 an que je la vois. J'ai mal au cœur, hein, mais je dis rien par respect pour les coachs. Ça fait 1 an qu'elle est sur le tapis, elle en bave 1 heure, sans aucun changement corporel. Elle a perdu du poids au début, parce qu'elle active le métabolisme, et après c'est le plateau. Et après elle reprend du poids, parce qu'à la fin elle va compenser Mais oui, sa forcément, souffrance. l'effort, Parce qu'une heure sur un tapis, moi je le fais pas. Hein. Et elle est là, elle transpire, et je la vois. Et elle me voit à côté qu'une jeune fille, souvent, ou un jeune homme, elle me regarde quand nous, elle est en train de commencer à suer, on a terminé l'entraînement. Et là, elle me regarde, alors elle me dit c'est un gros feignant ou c'est un embrouilleur, c'est un manipulateur. Et puis qu'elle voit la transformation corporelle, parce qu'elle le voit. Hein. Et la fille, elle ressort avec la banane, elle est épanouie, elle va au boulot, elle est bien, elle prend sa petite douche. Moi, j'ai vu des gens, je rentre dans le vestiaire en même temps qu'eux, je l'ai vu la semaine dernière. Ça, c'est hallucinant, ça lui est arrivé, ça. Je rentre dans le vestiaire avec la même personne. Bonjour. Je m'habille, moi, je me presse. Hein. Je me presse. Hein. Je mets les écoutes, j'en vois. Voilà. Je m'entraîne. La personne sort du vestiaire, je la rencontre, j'ai fini ma séance. Parce que ça discute et tout. Elle a avec sa bouteille d'eau qui est remplie. Et c'est un truc de fou. Moi, je vais bosser, ça y est, je vais optimiser. Et moi, je reporte, j'ai la patate et la personne, elle change pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne se pose pas la question. Il se rassure. Et les gens, ils me répondent toujours, moi, ce que je veux, c'est transpirer. Parce que pour transpirer, c'est perdre du poids. Bon, bah là, je discute plus. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que la science du sport a changé et ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert vont rester aussi bien au niveau nutritionnel qu'au niveau physiologie de l'entraînement, vont rester dans les années 80. Quoi. Et pour monsieur et madame tout le monde, ça marche pas. Les années 80, ça a été
le copier-coller des programmes professionnels qui ne fonctionnent pas pour monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, moi, je fais quasiment plus de cardio. Pour le cardio, je fais du HIIT Pareil. et de la marche. Exactement Voilà. pareil. Voilà. C'est tout. Mais qu'est-ce que Et faisaient là, les hommes c'est quand pour ils le allaient à la s- chasse? C'est les habitudes Ouais. pour le sport. Ils marchaient pendant Qu'est-ce des qu'ils heures, faisaient? Ils et puis marchaient ensuite des ils heures. sprintaient pendant Ouais. quelques Qu'est-ce quelques que fait le instants. guépard? Ouais. Il s'épuise très rapidement, hein, t'as vu, il bouffe tout son énergétique. Et en fait, qu'est-ce qu'il observe? Il sait qu'il a 100 mètres pour attraper sa proie, sinon il va mettre je sais pas combien de temps pour récupérer. On est comme ça. On allait à la chasse, on partait à jeun, on mangeait le soir. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver du gibier. Voilà, c'est simple. C'est la vie, il suffit d'observer et de lire les livres. Et C'est aussi pareil pour pour ça que l'alimentation, pour vous justement, juste un tout petit point, parce qu'en fait vous avez répondu Ouais. pratiquement à toutes mes questions. Mais l'alimentation, pour vous, la place de l'alimentation saine, est-ce que c'est l'alimentation naturelle ou bien vous avez déjà un peu répondu, ou avec des compléments? Est-ce que c'est que de l'alimentation, vous voyez ce Bah, que je c'est veux dire, les- des c'est les aliments deux. complets? c'est-à-dire que Ouais. Et- ou alors tu as est-ce des que vous- compléments, voilà. tu as des compléments alimentaires qui sont naturels. Et t'en as qui sont fabriqués sous un microscope. C'est Ouais. pas du tout la même chose. Ouais. Et les gens ont tendance à faire l'amalgame entre compléments alimentaires et dopage, etc. Mais voilà, moi pareil, quand je sais que j'ai pas mangé beaucoup de poissons ou pas suffisamment de poissons, Ouais. et puis de nos jours, il faut se méfier d'où il vient le poisson, ce qu'il a à l'intérieur, etc. J'utilise des compléments d'oméga 3 sans aucun doute. Ouais. Je suis pareil, je suis un grand amateur de l'intermittent fasting, du jeûne intermittent. Jeune intermittent. Et je suis sur deux protocoles, soit le 16-8 et je commence à manger à midi si j'ai vraiment eu une journée difficile, soit sur du warrior diet avec un repas le soir. Et de temps en temps, selon les entraînements que j'ai faits, je peux avoir besoin de branched chain amino acids ou de bonne graisse, de l'huile de coco par exemple, que je considère comme un complément alimentaire. Voilà, il y a de très bons compléments alimentaires qui, sans passer par des trucs qui ont été construits par l'homme, qui ont été préparés sous un microscope dans un laboratoire. Et vous qu'est-ce que pratiquez t'en le penses? jeûne aussi? Ouais. Ouais. Moi, je fais comme Lingins, je suis assez branché là-dessus. Bon, maintenant, je le faisais depuis longtemps. Hein. Après, c'est des Donc, noms. 16-8. Ouais. Alors moi, le 24, le Warrior Diet, me convient pas parce que 2 repas me suffisent pas. Moi, j'ai besoin de. J'ai toujours mangé beaucoup, Ouais. donc moi, j'aime bien le 16-8 parce que, alors, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais sur le 16-8, sur la fenêtre de 8 heures où je mange, je fais 3 ou 4 repas. Je fais un gros repas midi, je fais 2 collations et un repas le soir. J'ai besoin de ça. Je pense que c'est psychologique. Mais il faut que je me remplisse l'estomac. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que si je fais que 2 repas, je suis fatigué. J'ai un réel besoin. Maintenant, pour répondre aux compléments alimentaires, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens confondent un peu les stéroïdes, le dopage, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, je sais que moi, je ne mange pas assez de poisson. Donc, je compense avec les oméga 3. Je ne suis pas un adepte des protéines en poudre. Parce que je préfère des BCAA en petite quantité. Hein. Et par contre, je prends beaucoup de noix de cajou, noix du Brésil. Pareil. Pareil pour la testo, mais j'en prends pas énormément, j'en prends un minimum. En fait, je sais, je connais mes carences, c'est que je mange pas toujours comme je veux parce que avec mes activités, c'est pas évident. Donc je compense. Maintenant, je pourrais très bien manger du poisson tous les jours, j'aurais pas besoin d'oméga 3. Mais quel bon poisson! Des fois, ça me fait rigoler. Je vais dire un truc qui va choquer, mais je préfère prendre des compléments alimentaires en sachant d'où ils viennent, comment ils sont faits, que des trucs sous cellophane. Je sais pas ce qu'ils mettent Bien sûr. comme cochonnerie dedans. On voit ce qu'ils mettent. Je suis pas un spécialiste de ça, mais quand je vois ce qu'ils mettent comme colorant, comme cochonnerie, des fois tu penses que tu manges du bon et c'est moins bon que ce qui est fait sous forme de complément. Il faut le savoir. Et le poisson qui vient de ferme, qui sont absolument ignobles, où les poissons n'ont pas de place pour nager, où ils bouffent leurs Ah excréments. oui. Enfin bon, faut pas rêver. Hein. De toute façon, Ouais. l'alimentation agroalimentaire classique, c'est une horreur. C'est une horreur. Et à la limite, il vaut mieux pas manger, jeûner toute la journée que bouffer de la merde. C'est Quand ça. tu jeûnes, t'as la pêche. Hein. Et comment vous faites justement, vous, que vous devez vous déplacer sans arrêt? C'est pareil, il faut trouver des systèmes. Tu Moi, voyages franchement, beaucoup, le protocole Warrior Diet pour l'intermittent fasting C'est ça. me convient bien. Ouais. J'ai aucun souci à manger 1 à 2 fois par jour. J'aime bien beaucoup manger. C'est-à-dire que moi, le coup des 8 petits repas par jour, je me tire une balle dans la tête. Ouais. C'est trop compliqué. Il Ouais. faut que j'ai vraiment de la quantité. Et quand tu jeûnes, t'as pas faim. Si tu as l'habitude de jeûner, t'as pas faim. C'est psychologique au début, et voilà, une fois que tu as passé les 3 premiers jours, si tu fais un jeûne long, t'as plus faim. Donc le fait de s'être habitué, ça fait des années moi que je pratique le jeûne intermittent. J'ai aucun problème à manger 2 fois par jour ou à prendre des collations. Ce que je fais en général, je casse mon jeûne avec des jus. Je suis un grand amateur des green smoothies. Oui. Donc je mets 200 g d'épinards, des brocolis, du chou-fleur, un peu de blueberry ou de fraises, de framboises, de l'eau et hop, ça me tient
un bon paquet de temps. Et le soir, par contre, il faut que mon assiette elle soit pleine, quoi. Une pizza, pour moi, c'est même pas la peine de me lever de mon lit, il m'en faut 3. Ah, c'est super. Ah bah, je vous remercie à tous les deux. Merci à toi. Ouais. Moi, je voudrais revenir avec vous deux sur une discussion qu'on a eue il y a quelques années avec Fred. Et c'était avec Chobel, où on avait justement, enfin moi j'avais partagé ma vision de la chose justement sur la quête de l'excellence dans un domaine particulier. Donc vous, ça a été les arts martiaux. Et ma question, c'était de savoir à quel moment cette quête de l'excellence, justement, elle devient contre-productive. C'est-à-dire, donc l'exemple qu'on avait pris avec Chobel, qui est donc un Yamakasi, art du déplacement, c'était de dire qu'à un moment, quelqu'un qui va maîtriser un saut pour dépasser ses peurs, donc qui va réussir au début, il a peur du vide, il va monter haut et puis il va faire un saut, et donc il va dépasser sa peur, et il va donc progresser personnellement. Et puis, il va devenir confortable dans cette zone-là. Donc, il va sauter de plus en plus haut, de plus en plus loin. Et il va avoir l'impression de continuer à progresser parce qu'il atteint des niveaux de performance et que ça lui demande en plus un travail énorme d'arriver à cette maîtrise. Mais on peut penser qu'à un moment, cette démarche-là n'est plus tellement un challenge personnel, ne l'amène plus vraiment à sortir de sa zone de confort. Et du coup, peut-être devient finalement une quête qui n'est pas si utile que ça, dans le sens où ce qu'il va conquérir, c'est peut-être, ça lui prend énormément de temps et énormément d'énergie, alors que peut-être qu'il y aurait d'autres choses à poursuivre. De la même façon, en musculation, quelqu'un qui soulève 2 fois son poids de corps, c'est bien, c'est super, c'est suffisamment performant pour être très très bien dans la vie. L'effort supplémentaire qui va lui être nécessaire pour passer de 1,5 à 2 fois ou 2 fois et demi son poids de corps, il va y passer sa vie. Est-ce que vraiment c'est la meilleure utilisation possible? Est-ce qu'on ne peut pas avoir la même chose justement dans un art martial où à un moment on a atteint un niveau qui permet justement d'avoir fait un peu le tour de la question, et que peut-être, alors vous avez évoqué tout ça un petit peu tout à l'heure, en allant chercher ailleurs plutôt que de rester à creuser son sillon de plus en plus profond et avec moins d'efficacité du coup. Comment vous abordez cette question-là et à quel moment vous vous dites là c'est peut-être plus l'axe qu'il faut que je choisisse, il y a peut-être une autre façon pour moi maintenant de me challenger et d'aller chercher d'autres choses. Je ne sais pas comment vous apportez ça tous les deux. Alors moi, je dirais que ça c'est très personnel. En fait, tant que tu es dans la recherche de l'excellence et que tu le fais pour avoir une meilleure version de toi-même, tout se passe bien. Par contre, à partir du moment où tu cherches la performance plus que l'excellence, là ça devient un problème parce que c'est un problème d'ego. Donc là, la problématique, c'est que tu risques de basculer dans le gonflement de l'ego et non plus dans la recherche d'excellence. C'est 2 choses différentes. À partir du moment où tu sens que tu te réalises, que tu progresses, il va se passer quelque chose. Tu arrives à un certain niveau, ce qui fera, tu iras plus loin, en fait, c'est quand tu risques de basculer justement dans quelque chose qui est dangereux. Sortir de la zone de confort, c'est bien, mais si ça te met en danger, toi et les autres, parce que tu peux emmener des gens avec toi, là ça pose un problème. Donc si tu n'es pas capable de faire une introspection régulière, de faire alors ce que je veux dire, ça peut paraître bizarre, de faire une évaluation. Pourquoi je fais? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je veux l'excellence? Pourquoi je veux continuer? Et que tu n'es pas entouré de gens sains qui te disent attention Franck, là tu es en train de basculer. Alors l'exemple typique, c'est on fait de la casse. Moi quand je fais de la casse, c'est pour travailler, casser des morceaux, des objets. Dans les arts martiaux, c'est pour la résistance à la douleur, c'est pour voir où j'en suis, et puis pour voir si mon corps tient et tout. C'est un test. Mais si j'en fais un travail à part entière, en prenant des morceaux de bois de plus en plus gros, on est bien d'accord, il n'y a aucun intérêt. À part casser mon corps et à part faire voir au public que je suis très fort. Mais quel intérêt j'en tire? Aucun. C'est du paraître. Donc le paraître, on n'est plus dans la recherche d'excellence, on est dans le paraître, donc dans l'ego, dans le gonflement de l'ego ou dans le spectacle. Donc c'est ça, en fait, la limite, c'est toi, tu dois te dire pourquoi je le fais. Si tu vois qu'en fait, il n'y a plus d'intérêt, c'est que pour être plus pour faire voir, donc là, tu as tout faux. Et si tu n'en es pas capable, tu as intérêt à être bien entouré, d'où l'intérêt de ne pas se prendre pour le maître du monde et d'être bien entouré avec des gens qui osent te dire les choses. Le gros danger, c'est que quand tu deviens excellent, tu deviens quelqu'un qu'on admire. Tu deviens un mentor ou tu peux devenir une idole. Tu vois, un peu les champions des champions. Et le gros souci, c'est que si tu es entouré que de gens qui t'idolâtrent et qui te mettent sur un piédestal, tu touches plus le sol. Donc là, tu vas continuer. Si par contre, tu es avec des gens sains,
qui sont dans l'échange, dans l'expertise, et qui vont te dire « Là, Franck, il me semble que tu déconnes. » Et tu es capable de l'accepter. Donc, tu as un ego suffisamment contrôlé et que si tu as une recherche d'ouverture suffisamment importante et que tu sais où tu en es, il n'y a pas de souci, tu vas l'accepter. Si tu dis « J'en ai rien à foutre, moi je continue. » C'est qui c'est qui c'est qui est le champion là? Bah là, t'es mort. Donc, en fait, c'est ça. C'est par rapport à toi. L'excellence, c'est bien. Quand tu bascules et que tu vas trop loin, et on le sait, on le voit des fois. Là, c'est un danger parce que c'est un problème psychologique. Là. Tu veux régler tes problèmes en faisant ça et tu ne les règles pas parce que tu t'écartes. Et la question de l'entourage est vraiment importante parce que dans ce que tu dis, il y a en plus le fait que si à un moment, toi, tu prends conscience que c'est peut-être plus la bonne voie et que tu es tenté de changer, ton entourage, justement, lui, il est confortable dans cette voie-là. Il va dire mais non, alors, continue, pourquoi tu. Je peux dire une belle histoire. Moi, avec ma femme, j'ai laissé notre relation. Ma femme n'est pas sportive. Elle n'admire pas particulièrement les champions, donc elle est hyper objective. Bon, elle se marre quand elle me voit faire mes trucs. Et un jour, j'ai été contacté, ce que je veux dire, c'est fou, mais je me suis fait prendre au piège. J'étais contacté par un gars en fait, que j'avais eu quand j'étais à l'INSEP pour aller au championnat du monde d'athlétisme en vétéran. Maintenant, tu as les championnats du monde, tu es au courant, avec des perfs incroyables. Et c'est par tranche d'âge. Et je cours beaucoup, je fais beaucoup de sprint, cheaté toujours, et je cours encore très bien. J'ai gardé les qualités encore physiques. Et qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, qui n'est pas normal. Quand je vois que je cours bien, le mec il me dit, tu sais Franck, tu peux faire un podium au championnat du monde. Championnat du monde, podium. J'ai toujours la compétition, tu sais ce que c'est, c'est en soi. J'aime ça, j'aime me mesurer, j'adore ça. C'est un jeu. Ça m'a excité, j'ai les frissons, ça y est. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur internet, je regarde les performances. Le lendemain, je vais au stade, je prends un chrono, je me chronomètre sur 100 mètres. Je me dis, mais putain, je peux même être champion du monde si je m'entraîne bien. J'oublie tout. Il n'y a plus que ça qui compte. Ça y est, tout se referme. Tu sais, le type effet tunnel. Je deviens fou. J'ai dit, putain, mais championnat du monde, ça me ferait kiffer. Je vais partir à Sacramento pour dire, je savais où c'était. Ça y est, je me renseigne, les inscriptions. Toi qui n'aimes pas l'avion. Toute la machine se met en marche. Tu te rends compte, en l'espace de 4 heures. Je reviens à la maison, j'ai dit quelque chose, ça m'excite très bien. Ah, mais ouais, j'aurais bien aller là-bas. Mais pourquoi tu vas faire ça? J'ai dit, parce que j'ai envie. Qu'est-ce qu'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ego. Ça y est, je me suis fait rattraper par la compète. L'instinct est revenu. Mais elle m'a dit, ça sert à quoi? Et elle m'a dit un truc vrai. Elle m'a dit, mais tu vas pas pour voir ce que tu vaux. Tu vois parce que tu as envie de gagner, parce que tu veux ta médaille, mec. Tu reviens un enfant. Et elle m'a dit, par contre, ce qui va se passer, c'est que tes jambes, elles vont péter, tes ischios vont péter. Parce que je vais envoyer du lourd. Je me suis pas entraîné depuis longtemps qu'à ça. Je vais envoyer 3-4 fois par semaine. Je vais redevenir en mode compétiteur comme j'avais 15 ans, sauf que j'ai plus 15 ans. Et ben en fait, ça m'a rattrapé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a remis sur le droit chemin. Elle m'a dit, tu vas aller faire tes conneries. Toi, tu t'étires beaucoup. Elle dit, reviens, tu vas gagner ta médaille en chocolat à ton âge. T'es ridicule et tu vas abîmer ta carrière parce que un ischio qui pète à mon âge, c'est mort. Tu sais, la règle. Donc, je me suis fait rattraper. Elle m'a remis droit en me disant, j'en ai rien à foutre. C'est n'importe quoi. C'est pour te prouver. Tu reviens avec ta médaille, tu vas être content. Mais tu le fais pas pour les autres. Tu le fais pour te. Et voilà, l'exemple typique. Je me suis fait rattraper. J'aurais pas eu cet entourage. J'y serais allé. Et les copains, les élèves m'auraient dit, ouais, Franck, tu vas gagner. Tu sais, t'es un mec hyper entraîné. T'es la machine. Ils m'appellent la machine parce que tu connais ça. Tu te fais booster par les mecs derrière. Tu vas te péter un ischio, tu vas peut-être pas gagner, tu vas peut-être pas gagner parce que ça c'est la théorie, mais quand tu es là-bas c'est plus la même. Et troisièmement, qu'est-ce que je vais gagner pour moi? Je vais rien gagner. Et puis le temps, l'énergie que tu vas y consacrer. Eh ben, tu vois, c'est les fameux 5% pour mon ego. Elle m'a remis droit, j'ai oublié. Voilà l'intérêt de l'entourage. Donc tu seras pas champion du monde. Faut rester humble, voilà. Et toi, ça m'a pas perturbé plus que ça. Donc ça veut dire qu'on peut à tout moment être rattrapé. L'entourage est important. Parce tu dois te remettre sur les rails. C'est très important ce qu'a dit Franck, c'est cette différence entre la performance, l'excellence et la performance qui regarde les autres et l'excellence qui nous regarde nous. Et ça fait toute la différence. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un grand adepte de la loi du 80-20. Et à un moment donné, quand tu as atteint 80% de ton potentiel et qu'il faut basculer pour les 20 derniers pourcents, c'est là où tu risques la blessure, c'est là où tu risques de t'esquinter et voire même à vie. Et où il faut faire très attention, pareil pour les élèves, là où on les emmène, il faut faire très attention parce que se ruiner un genou ou un ischio, c'est catastrophique pour nous dans nos carrières, mais esquinter le genou d'un élève qui ne pourra plus jamais faire de sport, qui ne pourra plus jamais faire d'arts martiaux parce que tu l'as poussé trop fort, ça, là, au niveau de l'impact dans l'environnement, c'est une évidence. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas partir dans une pratique de l'ego et constamment se poser la question, pourquoi est-ce que je pratique ? Moi, c'est quelque chose, j'ai la chance formidable d'avoir une épouse exceptionnelle, Lila, qui est aussi pratiquante d'arts martiaux depuis sa plus tendre enfance. Et on fait tout ensemble, on voyage ensemble, on enseigne ensemble, on monte nos programmes ensemble.
et on s'entraîne ensemble évidemment, et constamment l'un et l'autre, on se remet sur terre, on se rappelle à l'ordre pour se dire tiens attention là c'est de l'over-performance et ça sert à rien. Lila est très compétitive, beaucoup plus que moi. On a commencé le crossfit, comme tout le monde qui commence le crossfit, on était les derniers, mais moi ça m'a fait ni chaud ni froid, elle devenait folle, elle fait non je peux pas être la dernière. Du coup elle a progressé de manière phénoménale, mais à un moment donné, il a fallu se dire ok fais attention, il n'y a pas besoin de soulever plus lourd, il n'y a pas besoin de faire plus de traction, il n'y a pas besoin de faire plus de pompes, tu es dans une forme exceptionnelle, tu as 42 ans, profites-en et jouis de ce que peut t'apporter le crossfit, les arts martiaux, la condition physique sur du long terme. Et justement, par rapport à comment vous gérez le fait, qu'il y a toujours une part de marketing, évidemment, à vouloir faire passer un message, aussi à vouloir vivre de son activité. Et on voit aussi ce passage au moment où quelque chose qui a du sens, le crossfit par exemple, est un peu sacrifié à l'aune du marketing. C'est-à-dire comme on veut en faire quelque chose de masse, il faut que ça devienne quelque chose de très attirant, il faut que ce soit très spectaculaire. Et du coup, l'accent est mis sur le côté compétition et spectacle et qui n'est pas toujours compris finalement par les pratiquants. Comment on gère ça justement au niveau de vos enseignants, au niveau de vos écoles, pour faire en sorte que l'esprit reste et qu'on ne bascule pas dans quelque chose qui passe du mauvais côté de la force, quoi. Je pense que c'est très simple, il faut rester honnête, il faut rester transparent, il faut rester humain. Comme tu disais tout à l'heure, les gens ne sont pas intéressés de voir des Jedi sur les vidéos, ils veulent voir des humains. Ils veulent voir des gens avec qui ils peuvent connecter, éventuellement qu'ils peuvent contacter. Tous les deux, on reçoit énormément d'emails tous les jours, de demandes, de sollicitations. On ne peut pas répondre à tout, mais on fait de notre mieux pour répondre au plus possible et pour rester présent, pour rester à l'écoute des gens. Il ne faut pas oublier qu'on a choisi une carrière de professeur, pas une carrière d'acteur ou je ne sais quoi. Oui. Et une carrière de professeur, ça sous-entend rester en contact avec l'autre, sinon il n'y a pas d'enseignement. Je pense qu'en restant très honnête, en restant transparent sur notre pratique, sur nos entraînements, sur nos erreurs, sur nos faiblesses, on reste à l'écoute et on reste vrai. Donc les gens automatiquement vont se connecter à ce qu'on fait. Je pense que le professeur a l'opportunité unique d'être un modèle, un rôle modèle, et qu'il faut en profiter pour pouvoir faire passer un message, mais de ne pas en abuser et se mettre soi-même sur un piédestal. Est-ce que justement l'avènement des réseaux sociaux et de toutes ces techniques modernes qui permettent de faire facilement passer des images et des messages, est-ce que ça facilite pas ça justement? Parce qu'avant, le seul moyen pour le grand public d'avoir accès à de la performance, c'était le top de l'élite, c'est-à-dire des gens qui étaient programmés pour ça. On disait tout à l'heure, moi j'ai fait mes premiers pas en musculation en regardant des magazines de bodybuilding avec des mecs qui faisaient que ça de la journée et qui étaient gonflés aux stéroïdes. Donc c'était le seul modèle finalement. Aujourd'hui, on a sur internet des gars comme vous, surtout comme moi, c'est-à-dire qui sont pas du tout des professionnels, mais voilà, qui se débrouillent avec ce qu'ils veulent et puis qui ont un message malgré tout à faire passer, qui peut du coup être beaucoup plus accessible et plus vrai pour des gens qui veulent s'y mettre. Est-ce que c'est pas une chance pour la transmission que d'avoir ces... En même temps, il y a tout et son contraire, mais... Mais les gens sont en quête d'authenticité. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a toujours des inconvénients, des avantages et des inconvénients. Alors effectivement, avant on allait dans les magazines. Faut pas croire que c'est plus contrôlé que ça parce qu'on est beaucoup de magazines, il faut savoir, sont sponsorisés. Mais complètement. Et en fait, les gars qui vendent des produits ne prennent pas ces produits-là. Mais on sait que c'est complètement subventionné par les complémentaires. Voilà, on va pas rentrer dans le détail. C'est comme les mecs des grandes chaînes de supermarchés qui bouffent pas leurs produits et qui n'en filent pas à bouffer à leurs gosses. Voilà. Maintenant, le gros danger des médias, de YouTube et tout ça, c'est qu'en fait, il y a des bons et des moins bons. Et parfois, des jeunes n'ont pas la capacité, je parle de jeunes parce qu'on est excité quand on est jeune, n'ont pas la capacité de savoir qui est bon, qui n'est pas bon. Maintenant, il y a un truc qui est flagrant, je leur dis, c'est un conseil qui est flagrant. Quand plusieurs experts de divers milieux arrivent à parler des uns et des autres ou ne pas parler, c'est neutre, c'est que ça va. Quand la personne s'isole et qu'elle se met en forme gourou et qu'elle a des certitudes, là, il faut que tu t'inquiètes. Et moi, on côtoyait beaucoup dans le domaine du sport et ailleurs, il y a des gens qui s'entendent avec tout le monde et j'entends jamais du mal d'eux. Et quand je regarde leurs vidéos, ils véhiculent une bonne image, ils sont alignés. Il y en a certains, ils vont te dire, ça c'est génial, il va se passer ça, moi j'ai fait ça, ils t'inventent des histoires. Alors le pire, moi, je suis désolé de le dire, c'est quand un gars a 25 ans et t'annonce des trucs de fou. Le mec, il a un recul d'un mec de 70 ans. J'ai dit, attends, là tu connais pas la vie mec, tu rentres dans la vie là. Tu peux pas avoir vécu tout ça avant. Donc je donne pas de nom, mais il y a des coachs de vie, ils te donnent des certitudes
Waouh, t'as fait tout ça, mec, je les ai même pas fait à mon âge. Et je connais plein de gens, eux, tous réunis, n'ont pas vécu ce que t'as vécu. Je lui dis, t'es fort. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, il se positionne en gourou, les médias nous critiquent, et après on dit, c'est pas un coach de vie, c'est un gourou, il manipule les gens, et on sait les émissions de télé qu'on voit et tout. Bon, je crois que tu C'est vois pas ça. je crois que je- Bien sûr, mais il y a des gens bien, il y a des gens bien. Et moi, je dis, alors les gens après, il y a toujours un rapport à l'argent. Les gens critiquent beaucoup parce que c'est facile derrière un clavier de critiquer. Mais je me dis, même si tu n'es pas diplômé, à partir du moment où tu apportes du bien aux gens et que tu permets aux gens de comprendre comment ils fonctionnent, quitte à qu'il aille voir quelqu'un après, ok, on s'en fout que tu aies les diplômes ou pas. À partir du moment où tu caches par contre derrière des certitudes, tu dis des choses qui ne sont pas saines et qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas vérifiables, là c'est dangereux. Tu te positionnes en gourou. Et moi ça me fait un peu mal au cœur parce que les gens mélangent tout. Il y a des gens pas connus très bien et il y a des gens connus pas bien du tout. Simplement, il faut pouvoir le vérifier. Et le gros danger de ça, c'est que c'est difficilement vérifiable, ça fait rêver. Et alors maintenant, tu peux dire des choses, c'est même plus du marketing, qui font rêver. Mais maintenant, on va dire les choses claires. Tu es un ancien, hein, même si tu es jeune par rapport à moi. Le HIT de maintenant, c'est le fractionné de l'époque. Oui, Hein. oui, oui. C'est le fractionné que je faisais en 1976 à l'INSEP. Hein. Sauf qu'on met un nom. Il y a plein de méthodes comme ça me fait marrer. Quoi. Je me dis, on a changé les noms. Voilà. Par contre, ce qui est clair, c'est que si tu peux pas expliquer ce que tu fais, et souvent les gens disent des choses, tu leur demandes, ils refusent d'ailleurs de faire des séminaires, où ils font leurs séminaires à eux, mais ils partagent pas les séminaires avec les autres. Ça c'est flagrant, parce qu'ils vont être contrés par des gens qui connaissent autant qu'eux, si ce n'est plus. Par contre, ils ne peuvent pas expliquer, c'est pour ça que moi je préfère pas faire de vues sur YouTube, mais expliquer toujours ce que je fais. Je dis pas forcément raison, encore une fois, hein, mais je dis, je fais ça, je ressens ça, et il y a une explication scientifique derrière, qui peut être remis en cause 5 ans après, ou même 1 heure après. Par contre, j'explique. Le mec qui n'explique pas, qui dit c'est comme ça, c'est prouvé, gros danger. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. T'es fort, mec, hein, parce que tu es capable de dire que tout l'univers peut tester, ça marchera. Alors on va vite, parce que tu es pris par le temps, Ouais. mais il y a vraiment un sujet que je voulais qu'on aborde, c'est celui de la violence. Parce que, évidemment, qui dit arts martiaux, vous avez parlé tous les deux beaucoup de la défense, self-défense, qui est un des axes que vous avez vraiment exploré. La première question elle est simple, est-ce que vous estimez, ça fait un moment que vous êtes dans le métier, est-ce que vous estimez qu'on est aujourd'hui dans une société qui est plus violente qu'il y a 20 ans ou 30 ans quand vous avez commencé, ou qui a tendance peut-être à le devenir moins? En tout cas dans la dimension physique déjà. C'est une question vraiment délicate, pertinente et qui demanderait toute une interview sur le sujet. D'après ce qu'on sait et d'après ce que l'histoire nous a enseigné, on vit dans une société beaucoup moins violente que ce qu'elle n'a été, contrairement à ce que veulent croire certains. Maintenant, c'est vrai qu'il y a il y a une violence qui se développe, il y a une démocratisation de la violence qui se développe, surtout chez les jeunes, qui, à mon sens, est inquiétante et dangereuse. Et qui est liée complètement à tout ce qu'on a discuté toute la journée, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire le développement personnel, le fait de se connaître soi-même. L'alimentation joue un rôle énormément sur les déséquilibres hormonaux, mentaux, psychologiques des gens. Donc il y a tout un tas de choses. Mais dans l'ensemble, on vit quand même dans une société qui est moins violente et moins dangereuse que ce qu'elle n'a été au Moyen-Âge, voire même avant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Franck ? Tout à fait d'accord. En fait, on met plus le doigt sur la violence, je pense qu'elle a toujours existé. On en parle plus. On en fait aussi un outil. On en fait un outil médiatique, voire politique. Il faut dire les choses, hein, qui font des programmes politiques qui sont basés là-dessus. Maintenant, moi, je pense qu'elle a quand même augmenté. Parce qu'il y a pas mal d'enfants qui sont un peu perturbés, désœuvrés, qui sont pas mal entourés, éduqués, ainsi de suite. Et l'alimentation et l'hydratation a un effet. Il y a un test qui a été fait aux États-Unis dans une prison. Ils avaient réduit la consommation d'eau. Les prisonniers devenaient plus agressifs. Je ne sais pas si tu l'as vu cette étude. Ils ont rajouté de l'eau, c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais. Ils avaient limité à 0,5, je crois que c'était 1 demi-litre par jour. Ils l'ont remis à 1,5 litre, 2 litres. Ça avait apaisé. Ils avaient testé aussi sur les couleurs des murs. Enfin, on peut jouer sur plein de trucs. Maintenant, ce qui se passe, c'est que un enfant, un jeune ado, un enfant, ça se fait dès l'adolescence, qui n'a pas de repères, il va prendre ce qui est le plus proche de lui. Donc s'il est dans un mode violent, il va utiliser la violence comme un outil. Par la force, il va utiliser la force pour obtenir quelque chose. Donc s'il n'est pas cadré, si une colère ne l'a pas cadré, parce que même si ce n'est pas son rôle, bah, des fois il faut le faire parce que les parents ont délaissé les choses, bah, il devient violent. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que la violence, c'est un moyen d'expression.
Parce qu'il y a la violence verbale, il n'y a pas que la violence physique, bon, même si on peut en parler longtemps de ça. Maintenant, moi, pour être dans les quartiers, parce que moi je suis en 93, j'ai une salle, j'ai pas constaté plus de violence. Par contre, ce que je constate, c'est qu'ils basculent plus vite à la violence. C'est plus gratuit. Tu me donnes pas, je te mets une patate. Et il y a un autre truc aussi, c'est que certains utilisent la violence comme un mode de prédation et comme un mode de pouvoir. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié à la défiance. C'est lié à les codes d'éducation, à la défiance. On défie la police, on défie les grands. Il n'y a pas de repère, le donc respect. on teste On voit tout chez les en voyous. permanence, quoi. Chez les voyous, un parrain, un caïd, avant, on butait des mecs pour arriver à la hiérarchie. Il y avait du respect, même une sorte de respect. Après, on n'apprécie pas. Maintenant, le tout petit en bas, il va buter le caïd pour prendre sa place. Il prend un raccourci, hein, c'est un petit raccourci clavier. Hein. Il ne va pas prendre le temps de faire sa place. Ça veut tout dire. Mais ça va avec quoi? La société actuelle. On peut devenir riche en peu de temps à travers tout ce qu'on voit là, les trucs réalité, télé-réalité, tout ça. C'est qu'on va on prend pas le temps. On prend des stéroïdes tout de suite. On veut tout de suite. Donc je prends. Je suis plus fort que lui. Ok, on se met à 5, on va être plus fort, on va prendre. Je vais pas prendre le temps de lui demander, tiens, donne-le-moi, ou j'ai pas le temps de. Tu vois, c'est une construction en fait, une construction psychologique qui est différente. Donc je pense qu'elle a augmenté un peu, mais je pense surtout qu'il y a des raccourcis. Et je pense que c'est instrumentalisé. Ouais, parce que finalement, dans ce que tu disais, il y a le mot qui me venait, c'est l'insidiosité finalement de la violence. Avant, effectivement, tu courais le risque de te faire zigouiller par un marchand, par un voleur de grand chemin. C'est moins le cas aujourd'hui. En revanche, la violence insidieuse dans les rapports sociaux même, on parle beaucoup de bullying, enfin voilà, il y avait moins ça à une époque où les gens vivaient en village, tout le monde se connaissait, tout le monde jouait ensemble, donc effectivement les enfants s'asticotaient, mais il n'y avait pas cette pression sociale qui pouvait être mise comme ça avec certains qui étaient mis à l'écart, et c'est ça qui finalement crée un bouillonnement qui ne se traduit pas forcément dans des statistiques par des homicides ou par des blessures, mais qui se traduit par une pression, un stress aussi à tous les niveaux, quoi. Et qui dénature en fait la relation sociale. Il y a un truc très important, il y a une vraie pression, il y a un mal-être. Il faut le savoir, il y a un mal-être chez les jeunes, chez les moins jeunes, il y a de plus en plus de burn-out, il y a des pressions, alors liées à l'économie, dans le travail, dans le monde du travail, il y a une grosse pression, en politique, il y a une violence incroyable, même si elle n'est pas forcément physique, il y a de la violence partout, il faut le dire, hein. La violence psychologique peut faire plus d'impact sur le plan corporel et psychologique que la violence purement verbale. Et le problème, c'est que dans un monde violent, parce qu'il y a des pressions. Et dans la pression, on sait très bien que ça se passe, qu'il y en a qui s'adaptent, il y en a qui ne s'adaptent pas. Hein, il y a 3 formes, il y a la fuite, on tétanise ou alors on se bat. Donc si tu n'as pas les moyens de te battre avec des armes X, tu n'as pas les moyens de décharger des exutoires comme le sport, comme la peinture, comme l'écriture, tu sais pas faire, mais tu te rends compte, tu viens d'en faire. Donc tu gardes, ça explose. Et on voit des gens, d'ailleurs on le voit au quotidien, des gens qui ont des vies à peu près lambda, qui ne sont pas violents, péter des câbles. Donc ça fait peur. Ça veut dire qu'on n'a plus les moyens de nos jours offrir aux gens un moyen de se détendre. Et quand je parlais d'éducation, je sais que tu es d'accord avec moi, si on pouvait dès le plus jeune âge faire une prise de conscience avec les gamins, parce qu'on sait qu'entre 0 et 6 ans, c'est là que ça se construit, l'incorporer dans l'éducation, à l'école, qu'on arrive on ferait des ados peut-être différents, et ils seraient moins addicts à certaines choses, parce que s'ils prennent 2 litres de coca, c'est qu'il y a une raison, hein, la recherche de sucre, c'est parce que quelque part ils vont chercher un confort, on sait que le cerveau il a besoin de ça, sans faire du qigong, tout ça, de faire des trucs beaucoup plus simples, peut-être qu'on n'arriverait pas à ça. Et je te dis, quand tu vois qu'aux États-Unis ils ont fait une étude, l'eau, le fait de consommer de l'eau avait apaisé les prisonniers, des gens qui prenaient des grosses peines, donc des gens d'origine qui étaient assez violents. C'est incroyable. L'environnement. On sait très bien que quand tu es dans un environnement tranquille, même les plus violents sont plus tranquilles. Si tu mets un truc anxiogène derrière, tu commences à piquer, ça va réagir. Il va réagir avant les autres. Donc je pense que c'est l'entourage. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème et sociétal et politique d'un côté, parce que bon, c'est un peu à la mode en ce moment de critiquer le politiquement correct. Mais c'est vrai que le père qui n'a plus le droit de foutre une fessée à son gamin parce que ça se fait pas, je parle pas de tabasser son enfant, je parle de lui mettre une fessée quand il a dépassé les bornes, c'est aussi, ça se voit aussi chez le flic qui n'a plus le droit d'utiliser son autorité pour faire respecter la loi, et à tous les niveaux de la société, cette espèce de laxisme se voit. On travaille tous les deux avec les forces de l'ordre, moi je travaille avec certaines unités d'élite en France et dans le monde, et ils me disent mais nous on n'a pas les moyens de faire respecter la loi et d'aller au bout de nos missions. Donc c'est à tous ces niveaux-là que ça se passe. Et c'est vrai que le jeune n'est plus encadré, il est plus encadré au niveau de la structure familiale, il est plus encadré au niveau de la structure locale, et à tous les niveaux. Et ça se ressent. Et l'impact de l'alimentation sur la violence, mais
il est énorme, il faudrait des études dessus parce que l'eau, je ne connaissais pas cette étude mais je suis que moyennement surpris, le sucre, l'impact du sucre sur le système hormonal, sur la thyroïde, et la thyroïde est complètement liée à nos sautes d'humeur, à notre état d'esprit. Donc en fait on pourrait contrôler la violence chez les jeunes avec une alimentation correcte, avec une hydratation correcte, avec un entourage correct et avec une structure. Et qui dit structure dit règle. Et qui dit règle dit une certaine forme de correction si les règles ne sont pas respectées. Et à partir du moment où on a perdu cette structure sociale et cette structure politique, on n'a aucune chance de s'en sortir. Merci messieurs, il y aurait des tas de sujets que j'aimerais aborder, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. En tout cas, merci pour le temps que vous nous avez accordé Avec plaisir. et pour toutes les réponses que vous avez apportées à toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir suivis. On va vous monter tout ça, vous préparer tout ça pour que ça ressemble à quelque chose et on vous diffusera ça d'ici quelques semaines. Merci à vous et à très bientôt.